OK, bon, ben, bonjour, merci à tous d'être venus aujourd'hui dans la journée, là, on est le 11 mai à la chapelle à Vauvert. Puis l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, là, c'est que les gens à Vauvert, ici, on avait des préoccupations par rapport à des rumeurs qu'il y avait des stations de lavage qui allaient être installées, mais il n'y avait pas vraiment d'informations, puis c'était pas, en tout cas, très clair dans le milieu. Ça fait que nous, la Carvé, on a décidé d'organiser une rencontre pour avoir l'heure juste. Puis c'est le but de la rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir des conférenciers de marque. On a Mme Anne-Marie Bouchard, qui est biologiste, attendez-moi un instant, au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Puis on a M. Marc Hatcher, qui est directeur de la CLAP, puis je crois qu'il était formation de biologiste. Fait que ça fait que on est vraiment content de vous avoir ici avec nous. Puis on va remercier aussi la Ligue des propriétaires pour la chapelle. Après ça, le club récréatif pour ses équipements, c'est très apprécié. Puis la ville de Dolbeau-Mistassini aussi, parce que c'est notre partenaire majeur là, pour notre partenaire financier. Ça fait que... Puis on remercie aussi la TV du Haut-du-Lac, puis notre technicienne, là, Mme Andréane Bouchard. Ça fait que sur ça, je vais vous passer la parole à Mme Anne-Marie Bouchard du ministère de la Faune. Merci bien. T'as pris le nom raccourci. Le plus petit nom. Le plus facile. Bien, bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Mon nom est Anne-Marie Bouchard. Je suis biologiste au ministère de la Faune, de son petit nom court, comme on le dit. Je suis biologiste au ministère depuis 2008. J'ai commencé ma carrière dans le nord du Québec, 2008 à 2020. Et puis depuis 2020, mars 2020, je suis à la direction de la gestion de la faune Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc au bureau à Jonquière. Présentement, j'ai un poste de biologiste de la faune aquatique eau intérieure, donc tout ce qui concerne les plans d'eau et les cours d'eau du territoire, excepté le Saguenay et le lac Saint-Jean comme tel. Mais il y a beaucoup d'enjeux qui sont similaires là, entre le lac Saint-Jean et le territoire en général là, de la région. Donc aujourd'hui, je viens vous faire une petite présentation concernant les espèces exotiques envahissantes animales. Ici, je vais parler en général des espèces. On va dire, je vais commencer dans le haut du cône, puis on va descendre jusqu'à espèces aquatiques envahissantes, puis vous allez voir qu'il y a des petites particularités qui sont importantes à savoir au niveau de la sémantique, de la nomenclature des mots. Puis vous allez voir où je m'en vais avec ça. Donc, espèces exotiques envahissantes, on entend beaucoup ce terme-là depuis une dizaine d'années environ. Ça nous préoccupe beaucoup, surtout en raison de ce qui se passe dans le sud du Québec. Je vais vous le présenter grossièrement là, dans la présentation, puis après, on va y aller plus régionalement. Donc, qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante? C'est un animal ou un micro-organisme qui a été introduit hors de son aire de répartition naturelle et dont l'établissement ou la propagation constitue une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. OK? Donc, c'est une espèce animale qui va justement qui va être transportée, soit qu'elle va migrer, soit qu'elle va être transportée par l'homme, soit qu'elle va être transportée par un autre animal, c'est possible aussi. Puis elle va avoir une grande capacité justement de dispersion, de s'implanter et aussi de se propager par la suite par elle-même. Okay? C'est des espèces qui sont extrêmement agressives. C'est pour ça qu'on les appelle envahissantes. Parce que quand elles arrivent dans un nouvel habitat, c'est souvent des espèces qui sont très résilientes, qui vont ils vont arriver à quelque part, puis tout va leur plaire, puis ils vont se reproduire, puis ils n'ont pas besoin de grand-chose, finalement. Okay? Puis ça peut aussi être des espèces qui ont des stratégies de reproduction qui sont très agressives. On va parler, par exemple, de certaines espèces, comme l'achigan, qui va protéger ses œufs. Okay? Contrairement à bien d'autres espèces, comme justement le doré, l'ombre de fontaine, peu importe, qui, eux, vont pondre leurs œufs dans des nids qu'ils vont aménager ou qui vont juste pondre des œufs soit dans la végétation, comme le grand brochet, ou dans des rivières, comme le doré jaune. Puis, ils vont laisser les œufs à eux-mêmes, ils vont laisser les jeunes se développer, puis ils ne feront pas de protection. Alors que quand on protège notre progéniture, bien là, on peut avoir un succès reproducteur qui est vraiment plus efficace, puis ce qui fait qu'on met une pression supplémentaire sur l'écosystème. Alors,
qu'est-ce qu'on veut dire au niveau des impacts? Qu'est-ce qu'on peut voir? Conséquences écologiques, donc nuisances pour les espèces indigènes à statut précaire. C'est sûr que là, on parle de statut précaire, mais ce n'est pas nécessairement exclusivement pour les espèces à statut précaire. C'est sûr que celles qui ont un statut particulier, bien, on ne veut pas mettre de pression supplémentaire sur ces populations-là, étant donné qu'elles sont déjà, passablement mal en point. Mais on peut aussi, ça peut aussi être une population qui est totalement en santé. Puis dès qu'on introduit un nouvel organisme dans l'habitat, bien, ça peut débalancer complètement l'habitat puis faire que cette espèce-là va être en diminution là, au niveau de sa population. Donc, on parle de compétition, de prédation et d'hybridation aussi pour certaines espèces. Parce que si il y a des espèces de salmonidés, par exemple, qui peuvent se reproduire entre eux, on va perdre la particularité génétique au fil du temps, puis ce qui va faire que ça peut avoir des conséquences au niveau de la capacité de ces espèces-là à se défendre contre des maladies, par exemple, ou des virus. Il y a une modification, une altération de la qualité des habitats. On a juste à penser au myriophylle AIP. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler un peu déjà. On le voit particulièrement dans le sud du Québec. C'est quelque chose qu'on ne veut pas avoir dans les plans d'eau, entre autres pour le Touladi, parce que le myriophylle se reproduit à vitesse grand V et affectionne particulièrement les eaux claires et les secteurs où on a une colonne d'eau qui est moins grande, puis elle peut s'implanter à peu près n'importe où. Elle n'a pas besoin nécessairement de terre ou de sable. Elle peut s'implanter sur de la roche, puis elle peut se propager vraiment facilement parce que si elle est déchiquetée en petits morceaux, un morceau gros comme ça de myriophylle AIP peut partir une colonie d'elle-même. Okay? Elle va aller s'enraciner quelque part, puis ça va se propager. Donc, ça peut être vraiment significatif dans certains endroits, puis pour certaines espèces. Et ils peuvent être aussi des facteurs de transmission de maladies ou de parasites. Puis là, on parle de... Ça peut être pour n'importe quoi, finalement. Ça peut être pour la faune exploitée, la faune précaire. Ça peut être même pour notre santé personnelle. Il y a des espèces de mollusques qui peuvent transmettre des virus ou des bactéries qui sont nuisibles à la santé humaine. Alors, pourquoi s'en préoccuper? Bien, tu sais, on le sait, on ne veut pas que la qualité de notre lac diminue, on veut continuer à pouvoir pêcher, on veut que nos enfants, puis les enfants de nos enfants puissent continuer à avoir des activités agréables sur nos plans d'eau. Bien, outre ça, il y a quand même une situation mondiale qui est de plus en plus inquiétante. On a 70 espèces exotiques, envahissantes, animales et végétales qui sont recensées comme étant très, qui prolifèrent, on va dire, abondamment. OK? Ici, au Québec, on a 30 espèces qui sont au port de la province. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de s'en venir chez nous, puis je vous dirais que ce constat-là date déjà de quelques années, puis pour certaines espèces, elles sont déjà rendues. OK? Puis si on ne sait pas qu'elles sont déjà rendues, ça se peut qu'elles soient quand même là et qu'elles n'aient pas encore été détectées. C'est toujours un risque. C'est important de savoir que les EE sont la deuxième cause du déclin de la biodiversité. Okay? Parce que justement, ces espèces-là sont tellement efficaces au niveau de la reproduction, au niveau de leur alimentation, au niveau de l'exploitation des ressources de leur habitat, qu'ils vont mettre une pression très importante sur les niches écologiques. Puis là, il y a certaines espèces qui vont en souffrir rapidement. Oui, M. Archer. J'ose pas le dire, là, mais c'est l'homme. Okay. Oui, c'est ça. C'est la modification des habitats par l'action humaine. Okay. Ouais. Donc, espèces exotiques envahissantes, fauniques, aquatiques, ça fait beaucoup de hic, au Québec. Donc, ici au Québec, on a plus de 15 espèces aquatiques envahissantes. On va parler de EAE. Fauniques qui sont bien établies. Donc, c'est ça. Ici, c'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler depuis les années 1900, là, ici, là, mettons, aller jusqu'aux années 2020. Regardez la progression là, qu'on a. OK? Dans on va dire, les 100 dernières années, là, ça a été quand même relativement tranquille. Puis là, on voit, là, depuis les années 1950-60, là, on est en augmentation quand même assez importante de par différentes variables, puis je vais vous les présenter par la suite. Mais on voit qu'il y a quand même une tendance à l'accélération qui est quand même notable. Ici, je veux juste vous expliquer les lignes du graphique, là. En bleu, on a celles qui ont été introduites
et celles qui sont établies en rouge. Okay? Donc, pour certaines, il y en a plusieurs qui peuvent s'introduire, mais qui ne sont pas nécessairement efficaces pour coloniser le milieu. Okay? Donc, c'est des espèces qui sont exotiques, mais non envahissantes pour dire qu'ils sont vraiment très actifs dans le milieu et qui sont capables de se reproduire. Donc ici, on a les espèces qui sont établies, mais regardez quand même. On suit quand même la courbe de l'introduction. Ça veut dire qu'il y en a une bonne quantité qui demeurent tout de même des espèces envahissantes puis qui deviennent des espèces qui colonisent les milieux naturels du Québec. C'est-tu un poisson rouge? Oui, c'est un poisson rouge. Ici, on a une sorte de carpe, là, poisson rouge, puis ici, on a le gobie, qui cause beaucoup de maux de tête là, dans le lac Saint-Jean. Pas dans le lac Saint-Jean, excusez, dans le Saint-Laurent. C'est envahissant, un poisson rouge? Oui, c'est très envahissant, le poisson rouge. Oui, mais c'est une sorte de carpe. Fait que c'est c'est très gourmand, c'est très résilient, c'est ça. Je choisissais le mot poli, résilient, là, mais c'est ça, c'est pas difficile. Ça vit, comme certains de mes collègues le disent, ça vit dans un crachat. Fait que, tu sais, il y a un trou d'eau à quelque part, peu importe si c'est chaud, c'est froid, c'est transparent, c'est pollué, peu importe, ça se reproduit. Puis si vous voyez d'ailleurs des individus qui pourraient ressembler à des poissons rouges, mais qui sont plutôt brunâtres, grisâtres, ça veut dire que la population est déjà bien établie, parce que les poissons rouges ne sont pas rouges comme ça, normalement, dans la nature. On induit des gènes qui font qu'on fait une lignée de poissons rouges en animalerie, mais les animaux qui se reproduisent dans la nature, bien là, c'est comme une évolution dans le milieu pour qu'ils deviennent plus cryptiques avec le milieu. Oui, puis ça peut faire des poissons d'une coupe de livres. Oui, ça peut devenir assez gros, là. On a quelques étangs qui sont colonisés actuellement le long du Saguenay, là. On a vu des introductions et des gens qui sont allés... ça leur tentait plus d'avoir Nemo à la maison, puis ils sont allés le vider dans le chat, puis des fois, t'en mets 2, 3, puis ça donne que... Ils font le party. C'est ça. Même chose que les menées à l'époque. Exactement. Puis le poisson rouge, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pratiquement impossible de l'éradiquer. Une fois qu'il est rentré à quelque part, on oublie ça. Là. Fait que, puis il est très, très agressif pour manger toute la végétation. Fait que souvent, il va désherber les secteurs d'herbiers qui sont utilisés pour d'autres espèces pour la reproduction, puis entre autres les petites espèces, puis tout ça. Oui, puis les plans d'eau ne s'empoisonnent pas toujours. Hein, quand il y a une Non. entrée, une sortie. C'est ça. Donc, les causes de cette accélération dont je vous parlais, essentiellement, elles sont toutes liées à l'action humaine, malheureusement. Donc, l'abaissement des barrières biogéographiques, comme on le sait, on peut manger des kiwis en plein mois de janvier. Fait que ces kiwis-là, bien, il faut qu'ils arrivent par un moyen de transport, puis souvent, bien, c'est par bateau. Fait que, puis ils ne viennent pas de Saint-Apollinaire, ils arrivent de l'autre côté l'autre côté de la planète. Fait que il y a beaucoup les eaux de ballast, entre autres, qu'on pointe comme étant le principal responsable là, de plusieurs invasions. Les eaux de ballast, c'est les eaux qui rentrent... quand les gros bateaux de transport sont au port, ils se remplissent d'eau pour stabiliser le bateau. Ils font la traversée de l'Atlantique, par exemple, puis rendus au port d'arrivée, ils vont se vider de ces eaux-là. Mais il y a beaucoup d'amis dans ces eaux-là. Fait que... Exactement. C'est un cocktail assez varié. Fait que ce qui fait qu'on a, justement, les animaux n'ont plus de barrière. Fait qu'ils peuvent se promener allègrement, puis contre leur gré la plupart du temps. On a le transport volontaire d'organismes vivants. Ici, on parle d'ornementation, d'alimentation. Par exemple, pour la carpe asiatique, on a vu que c'était un pisciculteur dans l'est des États-Unis qui a fait une mauvaise gestion de ses affaires. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Il a ouvert les vannes puis il a tout lâché son stock. Fait que là, ce qui fait que là, on est pris avec des carpes asiatiques qui remontent les cours d'eau puis qui sont rendus dans les grands lacs. Et aux portes du Saint-Laurent, d'ailleurs. Ça vient du Mississippi, ça? Oui, exactement, c'est ça. C'était un pisciculteur le long du Mississippi qui a décidé que sa business n'était pas assez rentable. Fait que ça, c'est un exemple, mais il y a aussi au niveau justement de l'aquariophilie, on parlait du poisson rouge tout à l'heure. On peut aussi penser à la tortue à oreilles rouges, dont il y a plusieurs observations d'ailleurs qui sont faites à Delisle. De l'autre côté du lac, on a plusieurs mentions dans ce secteur-là. Il y a des gens qui sont allés jeter leur tortue puis ont décidé de proliférer. Des reptiles aussi. Oui, des reptiles, des serpents dans les égouts de New York. Donc, c'est ça. Puis, il y a aussi la dégradation des habitats. Ce qui fait que, tu sais, je parlais de résilience tout à l'heure, les espèces exotiques envahissantes, les espèces aquatiques envahissantes, ils ont une très grande résilience. Donc, même si l'habitat se dégrade, elles vont s'adapter au détriment des espèces indigènes qui, elles, sont peut-être plus
plus sensibles à la baisse de qualité de leur habitat ou peut-être la baisse de quantité d'un certain type d'habitat ou d'une source alimentaire, par exemple. Donc, au niveau régional, là, je vous en ai déjà parlé un petit peu, là, mais on va dire nos grands enjeux au niveau des EAE, nous, c'est notre voie naturelle, bien sûr, le Saguenay. Okay? C'est la porte d'entrée de plusieurs espèces. En tout cas, minimalement pour les espèces aquatiques. Si la carpe décide de rentrer, ça se pourrait qu'elle rentre par là un jour, quoique on pense que le risque est assez faible parce que la carpe asiatique, on ne sait pas encore à quel point elle peut tolérer des niveaux de salinité plus ou moins élevés. Mais on peut avoir des surprises, mais en nature, elle est vraiment bonne dans les surprises. Puis, on a des dorées jaunes qui passent dans des secteurs d'eau saline. Et puis, on se demande comment ça se fait qu'ils ont fait ça. Des crapets soleil qui se retrouvent dans des différents cours d'eau le long du Saguenay, puis qu'on se demande comment ça se fait qu'ils ont fait pour transférer dans l'eau saline. Donc, s'il y a un animal qui est motivé, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et il y a justement une parenthèse que je veux ouvrir qui est très importante, espèces exotiques versus indigènes. OK? Là, on parle d'espèces exotiques. On parle de poissons rouges, on parle de carpe asiatique, on parle de tortue oreille rouge, on parle de... Bon, c'est ça. De l'achigan. Mais l'achigan est un exemple d'espèce indigène au Québec qui se déplace d'un habitat à l'autre et qui peut être introduit dans des secteurs où, normalement, en fait, au-delà de son aire de répartition au Québec. Ça demeure quand même une espèce indigène. Mais pire encore, on peut parler même d'une espèce indigène comme à la région, comme le grand brochet, qui a été introduit dans un lac à ombre-chevalier, qui, elle, est une espèce à statut précaire, par exemple au lac Otis. Okay? Donc, on a le grand brochet qui est présent dans de nombreux lacs et rivières de notre région, mais si il a été introduit par l'homme au niveau du lac Otis, là, on se retrouve avec un débalancement de l'écosystème. Le grand brochet devient un prédateur extrêmement féroce pour l'espèce. Puis là, on est en train, nous, au ministère, je fais une parenthèse, on est en train de faire un retrait massif de cette espèce-là. D'ailleurs, mes équipes sont sur le terrain actuellement à essayer de capturer le plus de grands brochets possible pour pouvoir donner une chance à cette population d'ombres chevaliers parce qu'on a une dizaine de lacs juste au niveau de la région d'ombres chevaliers. C'est très particulier. C'est une espèce qui date de la période post-glaciaire, ils ont été isolés au niveau des lacs, donc elle est exclusivement en milieu d'eau douce, alors que la plupart du temps, l'ombre chevalier, on la connaît comme étant une espèce anémone qui vit dans les rivières, mais qui fait rivière et océan. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas parce qu'une espèce est indigène dans la région qu'elle ne peut pas nuire à un autre écosystème si on la déplace. C'est pas pour rien qu'elle est là. Ça fait des millénaires que les systèmes sont en équilibre. Fait que si nous, petits êtres humains, on décide de jouer à Dieu, bien, ça se peut que ça ne se passe pas comme on voulait. Surtout à court terme. Et on a des joyaux à protéger qui sont importants de mentionner. L'allopatrie des Monts-Valin, je vous explique, allopatrie, c'est un terme qu'on utilise pour dire que ce sont des lacs à ombre de fontaine, donc à truite mouchetée, si vous préférez le terme, qui est plus convivial, où on a uniquement de la truite dans ces lacs-là. Okay? Il n'y a aucune autre espèce qui va devenir un compétiteur ou qui va faire de la prédation. Okay? Puis ces espèces-là, ces lacs-là, ils ont une particularité génétique qui est très intéressante, qui est très particulière, puis c'est des lacs qui sont souvent beaucoup plus productifs que les autres lacs. Donc, on veut conserver aussi l'unicité génétique des secteurs en allopatrie dans les Monts-Valin, puis je vais vous montrer tantôt c'est quoi la menace qui pèse sur cette caractéristique-là d'allopatrie. Et on a, bien sûr, le lac Saint-Jean. M. Archer ne m'ostinera pas là-dessus. Le lac Saint-Jean, où il y a des milliers et des milliers et des milliers de pêcheurs et de gens qui utilisent le milieu pour diverses activités écotouristiques. On ne peut pas nier l'impact économique que ce plan d'eau-là a sur la population locale. Puis ça aussi, il y a quelque chose qui s'en vient et qui nous inquiète beaucoup, puis je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, justement, l'allopatrie dans les Monts-Valin, c'est le meunier. Le meunier, plus ça va, bien, en fait, il a été introduit à plusieurs endroits à proximité des Monts-Valin et même dans certains secteurs des Monts-Valin en raison de l'utilisation des poissons à pas pour pêcher. Donc, essentiellement, c'est que les gens mettent des bourrolles à un endroit,
Les bourrelles, c'est des petites cages à poissons, là. Les plus petits poissons vont rentrer dedans, on prend ça, on met ça dans de l'eau, puis après ça, on s'en va pêcher dans un autre secteur, on accroche nos petits poissons vivants. C'est vraiment très tentant pour une truite de mordre un poisson vivant, mais le problème, c'est que notre poisson vivant, il peut se décrocher, puis à la fin de la journée de pêche, peut-être ça ne nous tente pas de les rapporter à la maison pour les mettre dans un aquarium, fait qu'on les relâche dans le milieu. Fait que là, on vient de créer une situation que l'on ne contrôle pas. Et entre autres, justement, bien là, le meunier qui est un prédateur des œufs, entre autres, puis qui est un compétiteur important pour l'ombre de fontaine. Donc, on a créé 18 seuils et 17 digues. On les a aménagés. Ça demande des ressources financières, des ressources humaines, de l'entretien, du suivi à long terme. Donc, c'est beaucoup d'efforts pour quelque chose qui aurait pu être évité dès le départ. Donc, le mot-clé dans les espèces exotiques envahissantes, aquatiques envahissantes, peu importe, nommez-les comme vous voulez, c'est la prévention et l'information, la sensibilisation. C'est pour ça que je me suis déplacée pour venir vous voir aujourd'hui. Deuxième introduction importante que l'on connaît probablement tous, la barbotte brune au lac Saint-Jean, qui est justement un cas en tout cas, qu'on suppose qui est lié au poisson à pas, comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple du meunier. La découverte de l'introduction, c'était en 1983. Il y a différentes théories, là, mais la théorie du poisson à pas est très, très forte. Donc, en raison de, justement, la venue de cette espèce-là qui a bouleversé l'écosystème puis les communautés du lac Saint-Jean, cette espèce-là qui est responsable de l'arrêt de la pêche au poisson à pas dans la région. Puis, on a 3 autres sites d'introduction. Dans ma précédente version de cette présentation-là, il y a 2 ans, j'avais 2 autres sites d'introduction. Là, j'en ai 3. Le bassin de la Ouiachuan, le lac Vert et Kenogami-Chiche, et cette année, le lac Kenogami. Ça a été confirmé. J'ai eu une photo de pêche sportive en janvier cet hiver. Fait que là, ça veut dire que... Puis il n'y a aucun lien hydrologique avec aucun autre plan d'eau où il y a de la barbotte brune qui peut justifier une dispersion naturelle. Fait qu'elle a été transportée là par quelqu'un. Exactement. Il n'est pas loin, mais il n'est pas lié hydrologiquement. Donc, on ne peut pas supposer que la barbotte a fait un saut de géant pour peupler le Kenogami. Donc, ça... Oui, go! Peut-être, Marc, tu ne vas pas me répondre, mais on a le droit de les pêcher, là, ces poissons-là. Oui. On a le droit de les tuer. Est-ce que c'est ambigu, là, ça? Là, oui, mais en fait, selon la loi, si toute autre espèce n'est pas régie à un contingent, non seulement on se doit de ne pas gaspiller la viande si on les conserve, mais idéalement, nous, on encourage les gens à les conserver. Mais vous n'avez pas le droit de donner un coup sur la tête et de le lancer dans le bois. C'est là qu'on joue sur la... Fait qu'idéalement, il faut faire une mise en valeur de cette viande-là. La barbotte? Réglementairement, tu n'as pas le droit. Oui, mais je sais, je savais la réponse, mais c'est ça. Ça n'a comme pas tant de sens. Oui, la soupe à barbotte. Peut-être que ça sera aidant. Là, C'est bien populaire dans certains secteurs. Ah oui. Faut juste faire toutes les espèces se mangent. Il faut juste faire une mise en valeur selon le... Oui, vous avez une question, monsieur? Avec cette théorie-là, le brochet qui est tantôt, l'apprentissage, ils en font quoi? Ils mangent sûrement pas tout, là. Qu'est-ce que vous voulez dire, excusez? Le brochet du narcotique, Oui, oui, il est en trop. oui. Les gens le mangent sûrement pas tout, là. Il doit y en avoir qui est jeté là-dedans, là. Les gens, Bien, assurément qu'il y en a, mais tu sais, comme il y a des braconneurs qui ne respectent pas les règlements de chasse et pêche, comme, tu sais, ça fait partie des incertitudes qu'on a. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, il y a des gens qui le pêchent et il y a des gens qui le mangent. C'est une très bonne espèce, le grand brochet. Il faut juste savoir comment le spotter. Mais... Ah, nous? Oui, oui, oui. ils en font quoi? Effectivement, nous, on ne les mange pas, mais nous, on les donne aux zoos de Saint-Félicien, entre autres. Puis, quand c'est des plus petits spécimens, on peut les donner aussi à l'UCROP, qui est l'Union québécoise pour la conservation des oiseaux de proie, en tout cas. Fait que eux, ils ramassent des oiseaux de proie qui sont blessés, puis là, il faut que les nourrissent. Puis ces oiseaux de proie-là, souvent, c'est des piscivores. Donc, on a une bonne collaboration entre le ministère et différents organismes. Il y a aussi le zoo de Falardeau. Il y a aussi, je me souviens, c'était-tu la ferme 5 étoiles? En tout cas, il y a différents endroits. Par exemple, justement, au zoo de Saint-Félicien, là, l'ours blanc, là, oh, ils aiment ça, nos cubes de poissons. Fait que nous autres, on leur fait des gros sacs, là, puis après ça, eux autres, ils scient ça en cubes, puis ils envoient ça. Mais vous conviendrez que sur le lac Saint-Jean, si on pogne une barbotte, on la tue, puis on la laisse au courant. C'est la façon de faire, là. Je comprends, mais vous n'avez pas le droit. C'est tout ce que je dis. L'année, on va la manger.
Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Oui, oui. Dans les façons d'introduire, vous pouvez avoir les oiseaux de proie qui en transportent des fois? J'ai eu la même question, justement, une dernière entrevue que j'ai eue par rapport aux espèces aviaires qui pourraient peut-être transporter. C'est sûr qu'au niveau des poissons, je dirais que c'est très peu probable parce que pour qu'un oiseau capture un poisson puis se dise « je vais aller dans le lac d'à côté pour le manger », je risque de le... non, d'habitude, un rapace, ça pogne son poisson, ça s'en va se percher au spot le plus proche puis ça le dévore direct là. Fait que non, ils ne sont pas susceptibles, eux, disons, on va dire, les piscivores, à mon avis, ils ne sont pas susceptibles de faire de la... Non, c'est ça. Marie, ça se peut pas non plus. Les œufs, des choses de même. Il y a des études, j'ai trouvé une étude qui disait qu'il y avait une possibilité pour la transmission d'organismes d'un lac à l'autre avec les œufs à l'intérieur du transit digestif des barboteurs. OK. J'ai vu ça. Mais c'est une étude. Ouais, c'est ça. Fait que là, C'est c'est ça. Mais, tu sais, comme je le disais, ma nature là, est pleine de surprises. Puis moi, je trouve que ça serait peut-être possible. Mais encore une fois, il faut que l'œuf puisse demeurer viable une fois qu'il est rendu au cloaque. Fait que ça, c'est... Le cloaque, excusez, c'est l'extrémité du... c'est par là que les excréments sortent. C'est ça. Fait que, tu sais, il faudrait quand même qu'il passe tout le transit digestif. Ce qui est peu probable, mais pas impossible pour certaines espèces. Moi, je dirais peut-être pas les poissons, mais peut-être plus, mettons, le cladocère épineux ou les affaires de même. Tu sais, les micro-organismes qui ont des espèces de petites poches. Mettons, le cladocère épineux, c'est une petite espèce, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est une espèce de zooplancton là, qui est à peu près long comme ça, à peu près 1 centimètre. Puis lui, il y a une espèce de poche avec des œufs qui peuvent rester en dormance un certain temps. Fait que peut-être que lui peut être ingéré par accident parce que le cladocère épineux n'a pas de prédateur naturel. Puis ils peuvent peut-être passer le transit digestif. Mais là, c'est encore hypothétique, là, je dirais, pour la plupart. Pas d'autres questions? OK. Parmi les introductions récentes, mais là, je vous en ai déjà parlé un petit peu, là, Grand Brochet au lac Otis, l'Achigan à Petite Bouche, au lac des Habitants. Celui-là, c'est lui sur lequel on a présentement une grosse étoile parce que le lac des Habitants, on a trouvé un lien hydrologique qu'on ne soupçonnait pas, mais finalement, en faisant d'autres travaux, on a trouvé un lien qui menait jusqu'au lac Saint-Jean. Normalement, le lac des Habitants se déverse dans le Saguenay. Dans le Saguenay, on sait déjà qu'il y a de l'Achigan à Petite Bouche, il est bien établi, il se reproduit à qui mieux mieux. Jusqu'au pied des barrages de Rio Tinto. Oui, exactement, c'est ça. Fait qu'il y en a plusieurs qui empêchent en bas des ponts, là, à Alma, puis on a plusieurs mentions. Par contre, là, l'Achigan est en chemin potentiel vers le lac Saint-Jean. Puis ça nous fait très peur. M. Archer doit être d'accord avec moi. Pour l'équilibre, la Wananiche, le doré jaune, etc. Fait que là, présentement, on est en exploration. Là, on fait la caractérisation du terrain, puis on essaye de rentrer en vitesse grand V, autant en vitesse grand V que le gouvernement peut l'être, pour essayer de mettre un obstacle à la dispersion de cette espèce-là. Fait que là, on est en train de faire des plans d'ingénieurs, puis tout ça, pour mettre une digue qui va... Dans quel secteur exactement, Marie? C'est dans le secteur... c'est à l'est du lac Labrec. Lac Tommy. On a le lac Labrec, lac Tommy. Puis ça, c'est comme le lien pas loin du lac Tommy, là. Puis il y a un petit ruisseau là, qui arrive là, du lac des Habitants. Puis là, on a un mélange des eaux qui se fait probablement à la crue. Parce que c'est ça, c'est comme une grande plaine inondable, là. Par la Péribonca? Non. Non, c'est ça. Ça descend du lac des Habitants, ça passe par le lac Tommy, le lac Labrec, puis le lac Labrec, après ça, ça redescend dans la... Oui. Non, c'est pas la rivière des Harpes, mais je ne sais plus si c'est la rivière des Aulnay. En tout cas, je me souviens pas du nom du cours d'eau, mais lui, il se jette directement dans le lac. Ça on en est certain. Fait que là, on est sur ce dossier-là. D'ailleurs, Karine travaille sur ce dossier-là, Karine Gagnon, avec trois de mes collègues, puis on est très actifs sur ce dossier-là parce que ça nous inquiète beaucoup.
Dorée jaune, lac des commissaires, présentement, il est un peu partout, lac des commissaires, lac Bouchette et tout ça, là, il a proliféré, puis on retrouve des beaux spécimens maintenant, donc il est bien établi. La truite en souffre beaucoup présentement. La truite mouchetée, on a une chute des populations qu'on a observée. Barbotte brune, lac Kenogami, comme je vous disais, récente introduction. Crapet soleil, lac à la poche, à la baie, ça, bon, le crapet aussi, il va faire de la protection de ses œufs, un peu moins agressif. Les spécimens deviennent un peu moins gros, donc, tu sais, au niveau de la prédation, c'est plus mitigé sur les autres espèces, mais ça demeure quand même que c'est un percidé qui est pas souhaitable. Puis, tête de boule dans Zec Chauvin, ça, c'est une espèce de plus petits poissons, là. On les appelle les poissons fourrages la plupart du temps, là, mais qui est très compétitif pour les autres espèces de poissons fourrages, justement. Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs articles, là. Vous voyez le quotidien. La Cotis, ça, c'était en 2019 quand on a eu la confirmation qu'il y avait eu l'introduction. Mais qui a eu lieu probablement autour des années 2015, suite à la biochimie des otolithes qu'on a fait faire en laboratoire. Donc, on a pu étudier le profil de la composition chimique des otolithes, qui est un petit os à l'intérieur de l'oreille interne. Puis là, on a pu voir que les spécimens, à partir de 2015, avaient une marque complètement différente de ceux qui étaient nés au lac Cotis. On le voit à cause de la composition de l'eau, entre autres, là, qui change. Oui. Comment ça fait pour se ramasser au lac des habitants? C'est quelqu'un, encore quelqu'un. Oui, exactement. En fait, au lac des habitants, on n'a malheureusement pas identifié de coupable, mais on sait pertinemment par les oui-dire que c'est quelqu'un qui voulait avoir cette espèce-là dans le lac des habitants. Il s'est dit, moi, mon chalet est là, ça me tente de le pêcher. C'est une espèce que j'aime beaucoup, qui est très prisée d'ailleurs aux États-Unis puis dans le sud du Québec. C'est une espèce qui est combative, qui est délicieuse, oui, on est tout à fait d'accord, mais c'est pas sa place ici. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui l'a mis là. Puis en plus, il y en a qui font de la remise à l'eau pour augmenter le succès de l'espèce. Ouais. Fait que là, on essaye de dire aux gens de les garder, minimalement. Donc, les enjeux régionaux, on revient un petit peu dessus. Protection de l'allopatrie, Achigan, lac Saint-Jean, comme je vous disais. Les petits envahisseurs, cladocères épineux et puces d'eau en hameçon, ça, c'est des... excuse, peux-tu recliquer une fois encore, s'il te plaît, encore? OK, c'est beau. Fait qu'ici, je veux juste vous montrer, la protection de l'allopatrie, là, c'est pas juste au niveau de notre région que c'est important, OK? C'est au niveau du Québec. Ici, vous avez, il y a une centaine d'années, ce que pouvait représenter la répartition des lacs en allopatrie. Puis ici, vous avez un portrait à jour maintenant. OK? Fait que, puis ça, c'est tout dû aux ensemencements illégaux puis aux poissons à pas. Fait que, on veut essayer de conserver le plus possible notre secteur des Monts-Valin dans cette allopatrie. On a l'Achigan au lac Saint-Jean, comme je vous disais, le petit envahisseur. Ça, c'est un exemple de ce que ça peut représenter sur une ligne à pêche, le cladocère épineux. Puis lui, il n'y a rien à faire. Une fois qu'il est rentré, on est fait. Il débalance l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les petits poissons vont le manger par accident, on va dire. Là, ils peuvent le viser, mais ils ne le digèrent pas à cause de l'épine caudale. Il y a une épine caudale qui est très longue, puis qui ne se digère pas, qui est très difficile pour le système digestif. Puis en plus, souvent, ils vont se prendre dans les branchies. Fait qu'ils vont faire mourir les jeunes poissons, les jeunes stades de poissons, entre autres, justement, dorés, touladi, peu importe. Puis en plus, ça réduit notre succès de pêche parce qu'ils s'agglomèrent quand il y en a vraiment beaucoup qu'on tombe dans un secteur où il y en a beaucoup en suspension. Bien, ils vont tous s'agglomérer au niveau de notre ligne de pêche. Puis nous autres, bien, notre ligne à pêche, on ne veut pas qu'elle soit visible. Pour les poissons, bien entendu. Lui, en plus, il se nourrit du zooplancton indigène. Oui, bien, en fait, ils compétitionnent sur le zooplancton indigène. Oui, le petit zooplancton, effectivement, il s'en nourrit, mais surtout, on a vu qu'il compétitionnait contre certaines espèces qui sont de la même grosseur que lui. Fait qu'on a vu une bonne diminution de 2 ou 3 autres espèces une fois que le cladocère entre en compétition dans la chaîne alimentaire. Exactement, c'est ça. Fait que dans les Grands Lacs, d'ailleurs, là, ils sont rendus avec ça, là, à côté, là, ils enlèvent ça de leur ligne à pêche, là, comme ça, là, ça fait flock. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas ce qu'on souhaite parce qu'on se coupe quasiment un bras pour acheter du fluorocarbone. Fait que ça ne nous tente pas de mettre ça sur notre ligne à pêche. Et il y a bien sûr les carpes asiatiques. Fait que elle s'en vient, là, elle est dans la rivière Richelieu présentement, puis c'est une grosse inquiétude. Là, elle est en train de remonter le Saint-Laurent. Justement, avec tout ce qui se passe au niveau des espèces exotiques envahissantes au niveau de la province, bien là, inévitablement, il faut que le ministère prenne ses responsabilités. Et dans notre mandat, bien, on a la protection, la mise en valeur puis la conservation des espèces animales. Donc, il y a un plan de lutte contre les EEE animales qui a été mis sur pied il y a quelques années. Par contre, il faut savoir que c'est une responsabilité qui est partagée. Au niveau de notre ministère, là, ministère la faune, on est le petit F ici, mais environnement, eux, ils s'occupent du côté des espèces végétales qui ne sont pas à négliger non plus.
MRNF au niveau plus des forêts ici, parce que les forêts ont un aspect de suivi au niveau des insectes, entre autres, insectes maladies des arbres, qui peuvent être dévastatrices aussi. Agence d'inspection des aliments, ceux-là, c'est pour l'importation, entre autres, des aliments exotiques qui viennent de d'autres pays, dans lesquels il peut y avoir des parasites, des maladies, toutes sortes de choses. Environnement et changement climatique, bien, qui s'occupe de tout ce qui concerne la variabilité du climat puis des habitats qui en découlent. Et puis, pêche et océan Canada, bien, pour les espèces aquatiques essentiellement. Ici, c'est les grands axes d'intervention. Donc, on a prévention, surveillance et contrôle. Je vous dirais que ceux-là devraient être beaucoup plus petits. Puis la prévention, moi, je la mettrais, j'apprendrais la plus grosse portion de la tarte. Parce qu'une fois qu'on est rendu déjà en surveillance, ça veut dire qu'on veut détecter une espèce, puis dès qu'on la détecte, il est déjà trop tard la plupart du temps. Fait que c'est pour ça que moi, je parle de prévention. Fait que M. Archer va vous en parler d'ailleurs tout à l'heure, c'est quoi les actions qui ont été mises en place au niveau de la région. Donc, si c'est ça, c'est pour juste vous donner un listing là, de justement les actions qui doivent être déployées au niveau municipal, provincial, fédéral, international, mais moi, je veux souligner grand public. Les gens, au niveau de ce qui est de la faune, que ce soit de l'exploitation, de la conservation, de la protection, moi, je considère que le citoyen, c'est un acteur primordial dans toute cette chaîne-là, parce que si les citoyens ne font pas d'efforts au départ, bien, nous autres, on se ramasse avec le problème avec notre mandat, puis on n'a pas le choix de mettre des actions en place, mais souvent, justement, on n'y peut rien. Il est trop tard. Fait qu'en premier lieu, si les citoyens sont sensibilisés, nous, ça nous sauve beaucoup de tracas, puis on est très heureux de ça. On aime ça des citoyens conscientisés. Donc, puis en lien avec ça, bien, il faut adapter les lois et règlements, puis ça, comme vous le savez probablement, bien, c'est pas chose rapide et facile. Donc, dans un monde idéal, on ne veut pas avoir à faire ça pour justement que ça... Quand tu regardes les paliers qui sont impliqués là-dedans, Oui. municipal, provincial, Oui. fédéral, international, Oui. tu n'es pas sorti du bois. Non, non, effectivement, vous en savez quelque chose. Fait que c'est sûr que, tu sais, on plaint souvent les grosses machines, les gros systèmes. C'est une réalité, mais c'est comme ça. Ça nous prend quand même des services. Mais c'est pour ça que, justement, les actions sur le terrain, dans les médias, fait que, tu sais, que ce soit juste on va en parler plus tard, mais nettoyer son bateau, faire attention à son équipement de pêche, ou que ce soit de juste dire à son voisin, nettoie ton équipement de pêche si on le voit que lui, il ne nettoie pas. Ça, c'est des petites actions qui peuvent vraiment porter fruit, puis qui peuvent être concrets. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, justement, action concrète, promotion du nettoyage d'embarcation. On a la mise en place des bonnes pratiques en matière de nettoyage. Donc, on a fait du matériel d'éducation, de l'accompagnement et il y a aussi du financement qui est disponible au niveau du ministère. Il y a un programme qui finance les actions concrètes pour promouvoir le nettoyage des bateaux puis des embarcations diverses aussi. Excuse, Oui. Je me trompe-tu, dans certains États américains, c'est l'État qui prend en charge toute la prévention, la lutte? Je ne le sais pas. Non? OK. Par contre, je sais que dans la majorité des États américains, c'est le citoyen qui décide qu'est-ce que le gouvernement fait Ben oui. au niveau de la faune. OK. Ça, je pense que je vous l'ai dit à la dernière rencontre du CRED, mais c'est parce qu'on a commencé à aller voir justement qu'est-ce qui se passe chez nos voisins du Sud qui sont impactés beaucoup par les espèces exotiques là, dans plusieurs secteurs. Puis on s'est rendu compte que nous, on essaye de combattre la carpe asiatique, entre autres, qui remonte dans le Saint-Laurent, puis là, maintenant, qui commence à rentrer dans les rivières. Mais eux, ils font des ensemencements de carpe asiatique maintenant parce que les gens aiment ça la pêcher. Fait que là, on a un problème de cohérence. Là. Fait que là, les gens arrivent là, dans des conseils municipaux, là, puis là, les biologistes sont là, puis ils disent OK, c'est ça les dangers, puis voici le portrait. Puis les gens disent non, moi je veux qu'on ensemence parce que moi j'aime ça. OK, levez votre main. Oui, c'est beau. À l'unanimité, c'est beau, on va aller mettre de la carpe asiatique dans le lac X. Fait que c'est sûr que nous, ça nous cause des problèmes. Donc, C'est les Américains. C'est les Américains. Ben, tu sais, c'est ça. On en rit souvent, mais il y a des exemples quand même concrets. Dans un pays, il doit y avoir un autre État où c'est plus raisonnable. Oui, mais ça, c'est les États qui sont limitrophes à nous. Là. On parle du New Hampshire, du Vermont, c'est... Oui, non, mais tu veux dire là où il y a une problématique? Oui, exactement. C'est ça. Dépendant les changements de gouvernement puis de parti, Ouais. nous autres aussi, on a eu des réglementations qui sont tombées
tout d'un coup. Oui. Pendant qu'il est au pouvoir. Oui. Fait que les Américains, disons que c'est allé un peu plus... Ah, eux autres, ça y va rondement. Eux autres, ça y va rondement. Eux autres, c'est inscrit dans les mœurs, là. Ça a été un peu... mais ici Ouais. aussi, c'est arrivé, puis ça va continuer Oui. d'arriver. Mais il y a de la pression du public. Ouais. Ça, on est tout à fait d'accord, mais tu sais, qu'il y ait de la gestion qui se fasse là, au niveau aussi pointu, là, c'est particulier. Fait que voilà. Donc, conclusion, bien, la biodiversité du Québec est riche, mais on n'est pas à l'abri des EE, comme vous avez pu le voir par les nombreux exemples que je vous ai présentés aujourd'hui. Le bel exemple, c'est le lac Memphremagog. Oui, le lac Memphremagog qui est... Il lave des bateaux depuis une dizaine d'années, puis il reste Ouais. quand même que le griophile et puis il est rentré, puis la moule zébrée aussi. Exactement. Puis la moule zébrée est rentrée dans le lac Témiscouata l'année passée. Yes. Là, ils sont sur le pied d'alerte. Tout le monde capote. Il va y avoir des forums, il va y avoir des stations de lavage de bateaux. Toutes les entrées vont être bloquées. Là. Ils ne veulent pas que ça s'éparpille partout, là, parce que là, Mais pour le lac, oui. Pour le lac Témiscouata, il est trop tard. Là, ce qu'ils veulent, c'est arrêter l'hémorragie pour pas que ça se propage dans les autres plans d'eau aux alentours. Mais d'après moi, il est déjà trop tard, mais c'est Si ça. je ne me trompe pas, ils ont trouvé de l'ADN dans une dizaine de plans d'eau autour du Témiscouata. Oui, mais l'ADN n'est pas une confirmation nécessairement de la présence. L'ADNE, là, c'est encore une science avec laquelle on se familiarise. Oui, dans certaines situations, la présence d'ADNE peut être... c'est l'ADN environnemental. Donc, c'est de l'ADN qui se détache qui se détache de tu sais, mettons, des peaux mortes, des poissons, des régurgitations, peu importe, les excréments, etc. Fait qu'il y a de l'ADN de ces organismes-là qui sont retrouvés dans l'eau, puis il y a des échantillons d'eau qui sont faits. On fait la filtration de ces échantillons-là, puis là, on fait une analyse avec du couplage avec la codification d'ADN, peu importe. Fait que ce qui peut faire qu'on peut confirmer la présence, je ne veux pas dire confirmer, mais disons, on peut soupçonner la présence ou l'absence d'une espèce, mais on a fait des tests dans certains plans d'eau où on avait une confirmation, en fait, on avait un positif pour l'ADNE, alors qu'on a fait, mettons, des pêches pour essayer de capturer de façon intensive. Donc, on a fait des pêches pour capturer l'espèce en question, puis on ne l'a jamais capturée. Donc, On s'entend que vous êtes bien équipés pour pêcher. Là. oui, exactement, c'est ça. On ne pêche pas à la canne à pêche de pas de patrouille. Là, on a des filets. Puis... C'est plus qu'à 2 livres. Oui, c'est ça. Oui, vous avez une question? Monsieur Archer va tout vous dire ça. Oui, oui, monsieur. Dans les lacs contaminés ou non contaminés, les tournois de pêche professionnels peuvent-ils avoir un impact de conséquences? Oui. Puis le Québec peut-il avoir un contrôle là-dessus, un pouvoir là-dessus? Ah oui, excusez. Oui, monsieur, il me demande si les tournois de pêche professionnels peuvent avoir un impact sur justement la contamination des autres plans d'eau. Mais oui, c'est effectivement un vecteur. Puis surtout, justement, au niveau professionnel, on s'entend qu'il y a de la sensibilisation qui est faite, donc probablement que c'est une clientèle qui est plus sensible à ce type d'enjeu-là. Par contre, au niveau professionnel, ce qu'on veut, c'est conserver les poissons vivants. Pour conserver les poissons vivants, ça nous prend un bon vivier. Quand on parle de vivier, on parle d'eau. Si on parle d'eau, on parle d'organismes présents dans le milieu. Fait que s'il y a un petit coin qui est mal irrigué, si on n'a pas bien lavé son pied de moteur, pour 1001 raisons, on peut avoir absolument un risque accru là, au niveau des tournois de pêche. Les pêcheurs professionnels et les guides professionnels se promènent d'un grand plan d'eau à Oui. un autre grand plan d'eau. Oui, exactement. Donc, ils vivent que ça. Oui. Puis on a d'ailleurs un projet au ministère qui est super intéressant pour ça. C'est un de mes collègues à Québec qui a démarré ça l'année passée. Il va utiliser les données cellulaires de déplacement pour voir c'est quoi les grands plans d'eau qui sont les plus à risque, où est-ce qu'on a les plus grands déplacements au niveau des pêcheurs. Fait que maintenant, tout le monde a son cellulaire, tout le monde est capable d'activer la localisation, tout le monde a des applications qui... Puis ça, on a obtenu les autorisations pour pouvoir faire une étude de ça. Fait que nous autres, on va avoir 1 million de données qui vont nous montrer les principaux déplacements. Puis là, on va pouvoir mieux cibler où est-ce que les enjeux sont plus importants. Puis essayer de faire justement du préventif avec ça. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on est vraiment confiant. Donc, c'est ça. Fait que les risques d'introduction, de propagation puis d'envahissement par les EE, ils s'accroissent au fil du temps, comme vous avez vu. Puis, c'est pas parce qu'on est ici au Lac-Saint-Jean qu'on est moins à risque versus nos voisins du Sud.
Puisque plus ça va, bien, plus nos lacs sont intéressants aussi pour nos voisins qui sont, bien, en fait, pour nos citoyens du Sud. Fait que des gens de Sherbrooke qui montent dans le Nord pour venir à la pêche, c'est pas anecdotique, là. Fait que si eux lavent mal leur bateau puis qu'ils arrivent du même frais puis qu'ils embarquent sur le lac au Pémisca dans le nord du Québec, bien, on est fait. Fait que ça vous donne un peu, c'est ça, les limites biogéographiques dont on parlait tout à l'heure, là, il n'y en a plus. Puis, tu sais, les bateaux, c'est une chose, mais l'équipement de pêche, c'en est une autre. Oui, puis on en parlait justement à notre dernière rencontre. C'est pas non plus amener le monde à nettoyer leurs équipements Non, de pêche quand ils arrivent de quelque part. Là. Tu vas au lac Ontario, Ouais. mettons, pêcher. Là. Ouais. Quand tu reviens ici, il faut quasiment que tu nettoies tout ton équipement de pêche. Puis la meilleure méthode, là, c'est bête à dire, c'est que tu mets ça dans le congélateur à 24 heures. Ouais. Mais là, tu vas-tu mettre ton moulinet que tu as payé 300$ dans le congélateur pendant 24 heures? Ou- Tout ton coffre de pêche, puis tout ça. Ou sécher 5 jours Ouais. Il y a ça au gros aussi. soleil. T'sais. Fait que, mais tu sais, Ben, puis c'est les ça, bottes. de temps, là, c'est Ouais. rare, ça, là. C'est les bottes, c'est les fonds en tapis du bateau, c'est n'importe quoi. Les bottes de pêche, là, ceux-là qui ont du feutre en dessous. Oui. Dans ta conférence, Pas grave, ça. mais dans le fond, nous autres, à Vauvert, là, Ouais. tu sais, on parlait de prévention. Là. Ouais. Et moi, je pense que tu parlais des fois, il y a des choses qui c'est plus probable que d'autres. Là, puis des fois, c'est une question de probabilité. Puis ça serait quoi la meilleure action là, pour nous citoyens? Là? Parce que tu sais, la majorité des gens, c'est des gens qui sont locaux, qui ont des monts de bateaux, qui n'ont pas tendance à s'en aller ailleurs. Ouais. Puis peut-être des fois qu'on a de la visite qui viennent d'ailleurs, ils viennent avec le bateau, ou peut-être que. Ça, j'y arrive. Ben, avec c'est ça. ça, je C'est sais ça. pas. Monsieur Archer va en parler. Si on veut transmettre l'information puis justement éliminer les probabilités que ça arrive, ben, il faudrait cibler les actions qui peuvent causer Ouais. des envahissements. Moi, je pense que. Sensibilisation, parlez-en. Dites à vos gens que vous voulez un lac en santé, que vous aimez ça les visiteurs, mais pas ceux-là qui Qui vient restent. de Montréal, qui vient avec son bateau, peut-être C'est ça. sensibiliser d'avance, justement. là, Exactement. à ces On aime ça les recevoir, mais on aime ça aussi qu'ils fassent leur valise puis qu'ils s'en aillent chez eux. On aime ça être tranquille. Non, mais tu sais, qu'ils viennent propres. Là, tu sais. Oui, c'est ça exactement. C'est ça. Venez pas avec vos bébites. C'est rare, c'est bon. Oui, c'est ça. Faut que tu viennes propre. Oui, c'est ça. Fait que oui, c'est ça. En fait, c'est la seule façon de le faire. C'est d'en parler, de le vulgariser, de sensibiliser, de montrer, de parler des impacts qu'il peut y avoir. Puis si les gens ne se sentent pas concernés, bien, demandez-leur s'ils veulent revenir à la pêche l'année prochaine puis qu'ils veulent avoir la même qualité de pêche. Peut-être qu'il y en a qui vont se sentir concernés. Parce qu'on le sait, tout le monde, tant que l'eau coule dans le robinet, là, peu importe ce qui se passe autour, ça ne nous dérange pas. Mais quand l'eau arrête de couler, par exemple, puis que ça nous concerne puis qu'on ne peut pas prendre notre verre d'eau, là, par exemple, là, on est soudainement sensibilisé puis touché par cet enjeu-là. Fait que, J'ai une petite question qui Oui. se aussi. Là, l'espèce de moule, là, l'espèce d'huître là, qu'on a dans le lac Saint-Jean, là, c'est Ouais. envahissant, ça? ou Non. c'est- Ça, c'est une moule indigène. Ouais. Ah oui? oui. Oui, c'est toutes des moules d'eau douce, on en a plusieurs. Mais s'ils prennent de la moule zébrée ici, là, qui mesure Ouais. à peu près 3 mm, là, Ouais. eux autres, ils colonisent. Ils colonisent tout ce qui est substrat. Mm. Puis, ils colonisent complètement nos moules à nous autres. On perd toutes nos moules. Ah, Les prises d'eau, c'est ça, j'allais dire. Les prises d'eau, tout ce qui est dans l'eau. Toutes. ça Tout. fait très bien. Oui, ça filtre. Ton eau est claire. Pas trop éclair, Ton eau est pas claire. mais elle passe plus. Oui, c'est ça. Mais justement, Là, après ça, la végétation explose. fait que c'est ça. Fait qu'inquiétez-vous pas pour l'instant, on n'a pas de mollusques envahissants non plus. Ouais. Il y a des gros escargots aussi qui s'en viennent, là. Je me souviens plus du nom par contre, mais il y en a en Estrie, là. Puis ça, c'est gros comme ça, puis il y a des virus, ils propagent des virus qui sont nuisibles à l'humain, puis eux autres sont moins drôles, par exemple. C'est des élevages pour manger, hein, qui sont... Il y en a, mais il y en a aussi qui proviennent justement des autres ballasts là, du continent eurasiatique. Fait que c'est ça, en gros. Les interventions de contrôle doivent être rapides et efficaces, mais quand on est rendu au contrôle, on a déjà un pas dans tombe, malheureusement. Puis la réglementation continuellement adaptée. On veut ne pas se rendre là, mais si on n'a pas le choix, on va le faire pour que justement ça soit cohérent avec nos actions. Par exemple, je vais juste vous donner un petit exemple. Le lac Otis, normalement, le brochet ouvre beaucoup plus tard en saison pour le protéger pendant sa période de reproduction. Là, on a ouvert toutes les espèces en même temps, au printemps, au lac Otis. Fait que là, les gens peuvent pêcher le grand brochet direct ça fraye. Ce qui est normalement à l'encontre de nos pratiques. Mais là, on se dit, bien là, nous autres, on le pêche au filet, puis on ne permettra pas aux pêcheurs de pouvoir le taquiner à la ligne à pêche.
Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, pour être en cohérence avec nos activités, bien là, on l'a permis justement cette année. On a réussi à faire la transition réglementaire. Puis le partage d'informations et la collaboration, bien, sont essentiels entre les différents ministères, entre les municipalités, entre les citoyens, fait que, et vice-versa. Puis si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, mais merci beaucoup, Anne-Marie. Très apprécié. Si vous avez la bonne adresse courriel, là, je vous garantis, je vous réponds en 2 jours. As-tu des questions supplémentaires ou je pense que c'est bon? On n'ose pas poser trop de questions. On est courageux. Non, mais je pense que la prévention. Effectivement, monsieur. On n'en voit pas le bout. C'est comme on ça. dit. Mais c'est important d'être conscient. C'est pour ça qu'on fait ça. Oui, ça, c'est un portrait qui est vraiment pas encourageant, mais en même temps, comme on peut voir, on a quelques espèces qui sont dans la région, mais c'est encore limité. Fait que justement, plus on va déployer d'actions, plus on va limiter cette expansion-là. Quand on parle de prévention, est-ce que le ministère a des campagnes d'affichage au niveau des débarcadères, au niveau des... Nous autres, on fait beaucoup de promotions. On est allé au Salon Expo Nature, on a beaucoup de dépliants, notre site Internet, on le met à jour régulièrement, mais c'est des outils qui sont souvent mal connus parce que, malheureusement, on ne sort pas aussi souvent qu'on devrait dans le public, là. Mais on essaye de plus en plus, justement. Moi, au cours des 3 derniers mois, c'est ma 3e présentation, puis j'ai fait 2 entrevues télé juste là-dessus. Puis je vais en faire une mardi. Fait que plus on va en parler, plus les gens vont être au courant, puis plus on risque de limiter ça. Monsieur Archer va vous parler de ça. Oui, mais là, on va accueillir M. Marc Archer, qui est directeur de la CLAP. C'est Nicolas. C'est le bon timing est là. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Ta présence, c'est très apprécié. Puis, voilà, c'est ton Oui, s'il vous plaît. Merci de votre écoute. Alors, je me représente peut-être pour ceux qui n'ont pas pu le saisir tantôt. Mon nom est Marc Hatcher et je suis le directeur général de la Corporation d'activité pêche Lac-Saint-Jean depuis 1997. Et auparavant, j'ai fait carrière au ministère de la Faune comme biologiste de 1980 à 1995. Donc, là, Anne-Marie a bien présenté tous les risques, là. La meilleure façon de combattre les espèces envahissantes, c'est la prévention. Et au niveau de la prévention, il y a 2 moyens essentiellement. Il y a la sensibilisation publique et il y a la prévention, c'est de laver Quand on parle d'embarcation, on ne parle pas rien que de bateaux de pêche, là. On peut parler de bateaux de plaisance, de voiliers, de canots, de kayaks, de planches à pagaie, de planches à voile. Puis souvent, on oublie de quoi? Les hydravions. Ça, c'est autrement plus compliqué, là, parce que nous autres, on peut laver nos bateaux. Mais là, qu'est-ce que tu fais avec les hydravions, là, puis qui se promènent d'un plan d'eau à l'autre, là? Puis là, tu tombes dans les autres juridictions, là, tu sais, Transport Canada, blablabla. Mais bon, fait que là, on a 2 choix. Soit qu'on reste assis puis qu'on attend que ça se produise, ou encore on essaye de mettre en place des moyens de prévention. En fait, on prend nos responsabilités collectives, si je pourrais m'exprimer ainsi. Il n'y a rien de garanti dans la vie, puis ça non plus. On parlait tantôt du lac Memphremagog. Au lac Memphremagog, le lavage des bateaux est obligatoire depuis une dizaine d'années. Tu laves ton bateau là, il te charge 60$. Si tu es de l'extérieur puis tu es 2 jours là, il faut que tu laves ton bateau 2 jours de fil. Fait que là, ça vient de te coûter 120$. Tu n'as pas pêché encore, tu n'es pas rendu. Puis malgré tout ça, il y a seulement 2 ou 3 plans d'endroits de mise à l'eau. Mais il faut bien penser que le lac Memphremagog aussi, il s'étend jusqu'aux États-Unis. Puis aux États-Unis, c'est pas sûr que la politique est la même. Mais tout ça pour dire que même le lavage des bateaux, c'est pas nécessairement une solution à tout craint non plus. Mais à l'heure actuelle, c'est considéré comme le moyen de prévention le plus efficace. Au niveau du lac Saint-Jean, pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent l'organisation Un lac pour tous ou encore le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, Un lac pour tous a commencé à travailler sur les espèces exotiques envahissantes il y a pratiquement 3 ans. Vous vous rappelez sûrement de la campagne sur le nautisme qui a été réalisée par Un lac pour tous il y a quelques années. Et à ce moment-là, de la même façon, Un lac pour tous a commencé à s'intéresser
au dossier des espèces aquatiques envahissantes. Bon, malheureusement, le personnel qui travaillait là, la coordonnatrice, a quitté en juillet 2022. Et on avait conjointement engagé, la Corporation d'activité pêche et Un lac pour tous, on avait engagé une chargée de projet qui travaillait à mi-temps sur le nautisme et à mi-temps sur les espèces exotiques envahissantes, qui, elle, a remis sa démission en octobre 2022. Donc, depuis, je dirais à peu près l'été 2022, Un lac pour tous est comme en pause. Ils n'ont pas réussi à remplacer le personnel. Ça n'a pas redémarré encore. Et là, à ce moment-là, bien, tous les intervenants du milieu, que ce soit l'OBV, Lac-Saint-Jean, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable, les MRC, la Corporation d'activité pêche, bon, les clubs, les associations de chasse à pêche, là, tout le monde se regardait, tu sais, puis bon, ben là, tu sais, il faudrait bien qu'on fasse de quoi avec ça, là, ça presse, c'est important, mais là, c'est pas simple non plus, là, tu sais, quand même, ça prend beaucoup de travail, c'est un dossier qui est complexe, il y a une multitude d'intervenants, il y a une multitude d'étapes aussi, puis, ben ça prend de l'argent. Tu sais, je veux dire, l'argent, ça sera toujours le nerf de la guerre. Fait que là, finalement, tout le monde se regardait, fait une petite histoire courte, puis ben, il n'y a personne qui ramassait la balle. Puis là, ben moi, je me suis dit, ben là, personne ne ramasse la balle. Je vais la ramasser. Si tu veux, je te dis, ça prend quelqu'un qui ramasse la balle à m'amener. J'aurais préféré que ce soit un jeune homme ou une jeune femme dans son prime, là, comme on dit, là, dans la quarantaine, parce que moi, je suis en fin de carrière ou à peu près. Mais comme je suis directeur de la Corporation d'activité pêche, puis que nous autres, la pêche au Lac-Saint-Jean, ben c'est notre mission, bien, on a ramassé le dossier. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus à l'automne 2022. Puis, contrairement à tout ce qui s'était fait avant, moi, j'ai dit, je vais travailler le dossier à l'envers. On va trouver de l'argent, puis là, après ça, on essaiera de mettre en place un réseau de stations de lavage. On contactera les municipalités, les intervenants concernés. Puis c'est ça qu'on a fait. Fait que ça a pris un an, puis on a réussi à ramasser 1 100 000. Pourquoi 1 100 000? Là, vous avez ici la liste là, de tous les sites publics de mise à l'eau au Lac-Saint-Jean. Okay? Il y en a à peu près 32 là, quand on compte également là, les portes d'entrée sur les grands axes régionaux pour rentrer dans la région. Tu sais, la 167 de Chibougamau, la 155 de Latuc, la 169, le petit parc des Laurentides, la 170 via la 175 dans le grand parc des Laurentides, la 172 à la Rive-Nord du Saguenay. Bon, à ce niveau-là, on a la chance, je peux m'exprimer ainsi, d'être une région enclavée. Donc, on peut essayer aussi, c'est bien beau un réseau de stations de lavage, des stations locales autour du lac, là, dans certaines municipalités, mais là, on peut installer aussi un genre de réseau périphérique qui nous permet de cadenasser, si je peux m'exprimer ainsi, cadenasser les portes d'entrée dans la région. Donc, évidemment, avec 32 sites de même, compte tenu des coûts, des coûts qui sont impliqués, là, je vais vous en donner un exemple tantôt. Là, on regardait ça, puis tu ne peux pas tout faire ça. Là. C'est à peu près impossible. Là. Calcul, je ne sais pas, moi, 75-100 000 par site là, pour implanter la patente. Là. Puis, tu vois, puis là, après ça, bien, il y a toute l'opération, l'entretien de tout ça. Bon, fait que... L'autre chose aussi, ce qui complique la chose, c'est qu'au Lac-Saint-Jean, ça, c'est juste les sites publics de mise à l'eau. Il y a des dizaines et des dizaines de sites privés de mise à l'eau. Alors, tu ne peux pas obliger le lavage des bateaux ici. C'est impensable. C'est impensable parce que c'est impossible. Puis là, quand même qu'on pourrait l'obliger, comment tu contrôles ça par la suite? Tu sais, il y a certains lacs au Québec, par exemple le lac Mégantic. Tu as 3-4 municipalités autour de ça, des municipalités assez riches, mettons. Puis tu as un ou deux sites de mise à l'eau. Fait que là, cet endroit-là, ils adoptent une réglementation municipale, parce que c'est des réglementations municipales. Ils rendent le lavage des bateaux obligatoire. Puis, à la limite, là, ils installent même des barrières sur les rampes de mise à l'eau, avec des guérites, comme dans le stationnement d'hôpitaux. Alors, tu laves ton bateau, il faut que tu le laves au moins 10 minutes, parce que ça prend 10 minutes de bien laver un bateau. Là, la station de lavage t'émet un coupon rodaté. Tu te présentes à la rampe de mise à l'eau, une guérite avec une barrière, tu rentres ton coupon, la barrière ouvre, tu sais. Ça va bien. Puis même là, on dit ça va bien, mais tout ça, c'est de l'informatique. Fait qu'il n'y a pas besoin de vous dire qu'à tout bout de champ, bien, c'est brisé et ça ne fonctionne pas.
Fait que, tu sais, oui, Anne-Marie. Puis ça, c'est si Joe, il décide pas de laver son pick-up à la place de laver son moto. Oui, bien ça non mais tu ris, là, mais c'est une problématique. C'est une problématique qui a été soulevée dans les petites municipalités autour du lac Saint-Jean où on va installer des stations de lavage parce que c'est lavé à l'eau chaude à haute pression avec des laveuses commerciales. L'eau est à 60 Celsius. Puis dans des petites municipalités, je donne un exemple, là, sans accuser personne, tu prends Saint-Gédéon ou Saint-Henri-de-Taillon ou des petites municipalités comme ça, tu n'as pas de station de lavage pour les véhicules. Hein? Mais là, tu as une belle station de lavage. C'est gratos. C'est que tu fais. Tu vas aller laver ton pick-up. Tu sais? Fait que, mais il y a des façons de contourner tout ça aussi. Tu sais? Tu peux installer un contrôle sur la station de lavage. Mettons, elle va commencer à fonctionner à 5 h ou 5 h 30 du matin pour les pêcheurs qui sont toujours bien de bonne heure. Puis rendu à 6-7 h le soir, bien, elle ne fonctionne plus. Tu sais? Fait que là, si tu veux laver ton pick-up, tu vas être obligé d'y aller en plein jour devant tout le monde. C'est un peu plus gênant qu'y aller à la nuit si la station fonctionne toute la nuit aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a toujours quelques spéciaux au travers de tout ça. Donc, on s'est dit, on a regardé tout ça, puis on s'est dit, bon, à cette époque-là, on avait sorti des ordres de grandeur de coûts. On s'était dit, on avait estimé ça sommairement, une station de lavage, ça coûte à peu près 50 000 à construire, à mettre en place, tu sais, avec l'équipement, puis tout ça, l'électricité, le propane. On dit, bon, on s'est dit, on va en faire 20, tiens, fait que ça nous prend 1 million. Fait que, partant de là, moi, j'ai ramassé 1 million pour ça, pour 20 stations. Puis, on a rajouté 90 000, là, quand je vous parlais d'1 million 90 000, ça, c'était notre participation à 50 pour une nouvelle ou un nouveau chargé de projet qu'on engageait conjointement avec un lac pour tous pendant 3 ans, à 60 000 par année. Sauf que là, un lac pour tous, bien, comme je vous l'ai dit tantôt, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Bref, on a ramassé 1 90 000. Évidemment, là-dedans, il faut faire un choix. Hein? Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Ici, au lac Saint-Jean, le principal vecteur de contamination potentielle, c'est les embarcations de pêche. Vous savez que nous autres, à la Corporation d'activité pêche, pour pêcher dans l'aire faunique communautaire, les pêcheurs et les pêcheuses doivent acheter une autorisation de pêcher, ce que les gens appellent un droit d'accès. Tout ça se fait par Internet maintenant, de sorte qu'on a une banque de statistiques, les gens qui viennent d'un peu partout, on sait d'où ils viennent, etc., on a les adresses courriels et tout ça. Et grâce à ces statistiques-là, on a été en mesure d'évaluer en termes d'ordre de grandeur, juste pour les embarcations de pêche sportive. Il y a à peu près 4 800, on va appeler ça des chaloupes ou des bateaux de pêche, différents qui circulent sur le lac Saint-Jean dans l'été, soit une journée ou deux, ou toute la saison. Et sur ces 4 800-là, il y en a 38 qui viennent de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas du Saguenay, là, de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Celles qui viennent, c'est presque le double des embarcations qui viennent du Saguenay. Le Saguenay sont à 22 Puis le reste, c'est du Lac-Saint-Jean. Puis là, même ici, bien, on a des pêcheurs, des maniaques qui vont à l'extérieur de temps à autre. Ils vont aller au lac Memphremagog, au lac Champlain, au réservoir Gouin, au lac Ontario, puis qui reviennent. Fait que là, tu sais, c'est sûr que le principal vecteur ici, c'est les embarcations de pêche sportive. Les gros bateaux de plaisance, ce qu'on appelle les cruisers, et les voiliers, mettons que pour nous autres, c'est secondaire ou négligeable parce qu'il n'y a pas grand monde qui se promène d'un lac à l'autre avec ça, là, en arrière d'un camion. Là. C'est trop gros. Par contre, les motomarines. Ça, les motomarines, là, ça se promène bien, ça se promène d'un plan d'eau à l'autre, puis tout ça. Et aussi, tous les gens qui viennent faire de la villégiature l'été au lac, ils arrivent ici avec des petits canots, des kayaks, des bebelles soufflables, des planches à pagaie, des planches à voile, ça aussi. Puis là, on vous le dit, là, on ne parle pas encore des hydravions, là, parce que là, les hydravions n'ont pas de contrôle là-dessus. Fait que ce qu'on a fait, c'est que quand on s'est rendu compte que ça coûtait plus cher que prévu, parce qu'une station de lavage, telle que ça va être construit ici, je vais vous le montrer tantôt, ça va coûter entre 65 à 80 000 selon la station, plus taxes. Donc, on n'est pas bon pour 20. On est bon à peu près pour 12, 13, peut-être 14. Fait qu'on a fait un choix parmi tous ces sites-là. Puis, évidemment, bien, le critère décisionnel, ça a été les rampes de mise à l'eau les plus fréquentées par les pêcheurs sportifs. Fait qu'on a retenu
comme ça 13. Prochaine, s'il vous plaît. Au niveau du financement, quand je vous disais là, qu'on avait réussi à aller chercher 1 090 000, bien là, vous avez le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH. On a signé avec le MAMACH une entente sectorielle de développement. D'ailleurs, il y a eu une conférence de presse là-dessus le 2 avril. Peut-être que vous avez vu passer ça. Eux autres, ils y vont pour 375 000. Rio Tinto, via le fonds Rio Tinto Aluminium Canada, 300 000. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, via le PSREE, qui est le programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. Ils mettent 150 000 sur 2 ans. Les 3 MRC, chacune 75 000. Et la Corporation d'activité pêche, au moins 40 000. Je dis au moins 40 000 parce qu'on a déjà 20 000 de plus de mis pour rembourser une partie des dépenses à Lac-Bouchette et à La Brec qui ont installé des stations de lavage avant le 1er avril 2023, et ces stations de lavage-là ne sont pas éligibles rétroactivement à ce financement-là. Fait que là, eux autres avaient pris l'initiative, à même leurs ressources, d'installer des stations de lavage. Puis la corporation a décidé, pour que ce soit équitable pour tout le monde, dans la mesure du possible, de rembourser une partie des dépenses d'implantation de ces municipalités-là à hauteur de 10 000 chacune. OK? Maintenant, on a eu des refus aussi. Hein? On s'est adressé au Fonds du Grand Mouvement des Jardins, on a eu un refus. On s'est adressé à Hydro-Québec via la Fondation de la Faune du Québec, parce que c'est maintenant la Fondation de la Faune du Québec qui gère le programme de subvention pour Hydro-Québec. On a eu un refus aussi. Et on s'est adressé aussi à Produits forestiers résolus via le programme de philanthropie de l'entreprise, sauf qu'à ce moment-là, Produits forestiers résolus venait d'être vendu à Papier Excellence, Excellence Paper. Et là, les avocats des 2 parties étaient là-dedans. Là, ça va prendre 1 an. Là. Fait que là, ils ont suspendu temporairement, à ce moment-là, le programme de philanthropie. Donc, en espèces, on est allé chercher 1 090 000. La corporation va assurer en régie interne la gestion et l'administration du projet. On parle de 10 10 de 1 090 000. Donc, on parle d'un projet qui va coûter, là, qui est de l'ordre de 1 200 000 à peu près. OK? Donc, les municipalités qui ont été retenues, y a-t-il une petite mise au point peut-être qu'on peut faire? Oui? Oui, OK. Donc, vous avez ici les sites qui ont été retenus et le calendrier d'implantation. Là, le calendrier peut toujours changer, mais au moment où je vous parle, c'est celui-là. Et là, on dit 13 plus 2 parce que nous, on veut en implanter 13 nouvelles, mais il y a déjà deux autres stations qui sont déjà implantées au Lac-Bouchette, à même le kiosque d'information touristique le long de la 155, et il y en a une autre au Lac-Labrec. Lac-Labrec, soit dit en passant, il y a un site de mise à l'eau pour te mettre à l'eau au Lac-Labrec, puis là-bas, le lavage est obligatoire. Donc, les stations qui ont été retenues, il y a Chambord, Dolbeau-Mistassini pour la rivière Mistassini, Héberville, qui est à l'entrée, qui est à la sortie du petit parc des Laurentides. Oui, s'il vous plaît. Labrec, c'est fait. Lac-Bouchette, c'est fait. La marche pour le lac Chitogama, qui se déverse dans la rivière Péribonka et dans le lac Saint-Jean. Métabetchouane, Péribonka, l'accueil sud de la réserve faunique à Chamouchouane pour la 167, les gens qui arrivent de Chibougamau. Puis, soit dit en passant, la CEPAC, ça va faire leurs affaires aussi, là, parce qu'il y a quand même plein de monde qui vont pêcher avec des embarcations dans la réserve faunique à Chamouchouane. Robertval, Saint-Félicien pour la rivière à Chamouchouane, à la marina. Saint-Gédéon, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Prime et Saint-Thomas-d'Idyme pour le lac Adjim. Le lac Adjim qui se déverse dans la Mistassini via la rivière Wasiemska et à l'autre bout de la ligne, au lac Saint-Jean. Comme je vous le disais tantôt, Labrec et Lac-Bouchette, c'est déjà fait. Ça date de 2022 dans le cas de Lac-Bouchette et de 2023 au lac Labrec. Cette année, en 2024, il y a 6 municipalités et la CEPAC qui ont confirmé, là, noir sur blanc, il y a un protocole d'entente de signer. Il y a même l'équipement est commandé déjà. Donc, il y a 7 endroits là, où on va installer des stations de lavage en 2024. Ça va-tu être prêt pour l'ouverture de la pêche? Je ne le sais pas, parce que rendu là, on ne contrôle pas l'agenda des municipalités. Okay? Mais les municipalités sont engagées, ils n'ont pas le choix, là, ils ont signé. Il va y avoir des stations de lavage installées en 2024.
Il va y avoir des stations à Métabetchouan, à même l'Arena, le long de la route régionale, à Péribonka. Péribonka, il n'y avait pas de site stratégique public qui appartenait à la municipalité. Je sais qu'ils ont acheté un terrain privé de quelqu'un, je ne sais pas où encore, là, mais il a fallu qu'ils achètent un terrain pour ça. La réserve faunique à Chamouchouane, ça va être à l'accueil sud, à l'entrée de la réserve faunique, passer la Dorée. Robert-Vert, ça va être au quai des Anglais. Saint-Gédéon, ça va être à la Marina. Saint-Henri-de-Taillon, ça va être à la Marina. Puis Saint-Thomas-d'Idyme, ça va être au lac à Jim. Maintenant, les 6 autres, parce que là, on va en avoir 7 cette année, il va en rester 6 à faire sur 13. Et on a jusqu'en 2026, là, parce que le programme le projet est sur 3 ans. Les autres municipalités là, qu'on va faire dans les 2 prochaines années, il va y avoir Chambord, Dolbeau-Mistassini, Héberville, Lamarche, Saint-Félicien, Saint-Prime, c'est ça. Bon, puis là, vous remarquez qu'il y a des endroits comme, par exemple, Desbiens. Desbiens, c'est un gros site de mise à l'eau pour les pêcheurs sportifs, là. Il y a 2 rampes de mise à l'eau en dessous du pont de la route 169. Maintenant, à Desbiens, c'est pas qu'on... D'ailleurs, nous autres, on l'avait spoté, là, Desbiens. C'est là qu'on voulait s'installer là. Mais il n'y a pas moyen de trouver de site stratégique public à proximité de la mise à l'eau. C'est pas toujours simple, là. Chambord, bien, pour ceux et celles qui le savent, Chambord, la rampe de mise à l'eau est au bout de la pointe de Chambord. Fait que là, tu arrives au bout de la pointe de Chambord, là, tu stationnes ton camion dans le champ. Fait que là, tu ne peux pas installer une station de lavage là. Tu n'as pas d'eau courante ou tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas ce qu'il faut. Fait que là, c'est pour ça qu'on essaie de s'installer à des endroits où on va pogner les pêcheurs en passant, mettons. Bon, là, ici, vous avez une carte, parce que là, il faut dire aussi que il se parle depuis qu'il se parle du réseau de stations de lavage au lac Saint-Jean, bien là, ça a trouvé écho au Saguenay aussi. Parce que là, au Saguenay, entre autres, sont très préoccupés par le lac Kenogami. Le lac Kenogami, c'est la source d'approvisionnement en eau potable de 75 de la population de Saguenay. Puis c'est aussi un très beau plan d'eau. Sauf que là-bas, mettons, c'est pas les embarcations de pêche sportive qui sont le plus à craindre, c'est bien plus la plaisance et les motomarines. Et en même temps, bien, ils ont la sous-région du Saguenay a également une certaine responsabilité, parce qu'eux autres peuvent contrôler la 172 qui est sur la rive nord du Saguenay, peuvent contrôler la 175 qui arrive de Québec, parce que là, rendu là, ils prennent la 170 et s'en viennent au lac Saint-Jean. Mais eux autres aussi sont très préoccupés par ça. Puis il y a même certaines ZEC là, qui commencent à y penser aussi, installer peut-être des stations de lavage à l'entrée des ZEC. Okay? Fait que là, vous avez une carte ici là, des sites dont je vous ai parlé tantôt. Il y a les 2 sites qui existent déjà. Là. Il y a le lac Labrec qui est ici, les Étoiles Bleues, et le lac Bouchette est là. Puis il y en a une 3e qui existe présentement au lac Kenogami. OK? Puis là, tout ce que vous voyez, là, tout ce qui est rouge, là, les étoiles, puis tout ça, c'est des endroits, c'est les endroits où on veut installer des stations de lavage, où on va installer des stations de lavage. Puis quand vous avez des cercles, là, ça, c'est les grands axes de pénétration régionaux, interrégionaux, qui permettent de pénétrer au lac Saint-Jean ou au Saguenay en provenance des autres régions. Nous autres, on fait affaire dans ce dossier-là avec une jeune entreprise qui a quelques années seulement, qui s'appelle Ozero Solutions. C'est une entreprise qui a été fondée par des finissants en génie civil de l'Université de Sherbrooke, qui étaient très préoccupés par cette question-là, puis ils ont fondé une entreprise qui s'appelle Ozero Solutions, et ils ont développé, mettons, une technologie de pointe pour laver non seulement les embarcations, mais toute la tuyauterie interne, les ballasts d'embarcation, les ballasts de bateaux pour faire du wakeboard, les motos marines, les turbines, etc. Et ils sont en train de faire, comment est-ce qu'on dit ça? Donc, ils vont faire reconnaître leur technologie, là, sont en demande de brevets sur les technologies. Puis eux autres vont, entre autres, régulièrement aux États-Unis, font des voyages réguliers aux États-Unis pour aller voir comment ça se passe aux États-Unis dans certains États. Donc, on va faire affaire avec cette entreprise-là. Et Ozero Solutions nous a déposé l'automne dernier une proposition de station de lavage préfabriquée en usine, clé en main. Puis c'est ce qu'on a choisi.
Parce qu'autrement que ça, là, il faut que tu construises un cabanon. Puis là, les cabanons vont-tu être pareils? Puis là, tu mets le cabanon sur une slab de ciment. Puis là, il faut que tu fasses affaire avec des entrepreneurs, etc. Là, on s'est dit, le plus simple, parce que là, on est minuit moins 5 ici, là. Hein? Il est minuit moins 5 au lac, là. Comme partout ailleurs au Québec. Fait que là, c'est pressant, ça presse. Fait que là, nous autres, on s'est dit, garde, on a l'argent pour, ça ne coûtera pas d'argent à personne, là, tu sais. On n'est pas obligé de sortir d'argent de notre poche. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont construire, d'ailleurs, c'est en construction présentement, là, il y en a 7 qui sont en construction. C'est des stations de lavage qui sont préfabriquées en usine à partir de conteneurs maritimes qui sont flambant neufs, qu'on recouvre de feuilles d'alupanel pour avoir des parois lisses, puis qu'on va râper. On va mettre un wrapping par-dessus ça, comme on fait, mettons, avec les voitures. C'est juste pour vous montrer, là, évidemment, là, plus tu consultes de monde, plus c'est compliqué, là, ça fait toujours ça, mais ça fait quand même plusieurs mois, non, j'exagère, ça fait quand même quelques mois qu'on travaille sur différents concepts de wrapping. Évidemment, il faut que ça attire l'attention, hein, sans que ce soit trop choquant pour l'œil, évidemment. Donc, on est arrivé, après bien des concepts, on est arrivé au concept que vous voyez là. Ça vous donne une idée du wrapping qu'il va y avoir sur les stations de lavage de bateaux. Peux-tu définir le wrapping? Le wrapping, c'est l'habillage. Okay. C'est comme de la tapisserie qu'on colle. Bien, ça, vous voyez ça, mettons, les camions de livraison, etc. Là. C'est de l'emballage, c'est ça. Fait que ça, ici, là, vous avez exactement... Ça, c'est à l'échelle. C'est un conteneur 8 par 20. OK? Toute la machinerie qui est à l'intérieur, là, on parle de soit du propane si ça fonctionne au propane, l'électricité, les lumières intérieures, extérieures, la laveuse à pression, etc., le chauffe-eau, la tuyauterie, le mât de lavage, puis il y a un mât après ça. Ça arrive, c'est tout prêt. On met ça par terre. OK? C'est à l'abri de la pourriture, de l'eau, de la neige, de tout ce que tu voudras, du vol, du vandalisme, parce que c'est un conteneur en acier. Puis, rendu là, tu arrives sur place, tu connectes ça sur l'eau courante. Bien, malheureusement, ça prend de l'eau courante. Donc, souvent, on est rendu à laver des bateaux avec de l'eau potable. Là. Parce que pour laver à même un plan d'eau, si, mettons, on veut s'approvisionner à même le plan d'eau, là, ça prend un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Ensuite de ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus dur sur la machinerie. Il faut rajouter des filtres, etc. T'sais? Bon, puis là, vous avez ça vraiment, là, c'est à l'échelle. Donc, chaque station de lavage va avoir son nom. Comme dans ce cas-ci, c'est Station de lavage d'embarcation Saint-Henri-de-Taillon, avec le logo de la municipalité, parce qu'une fois qu'elle est installée puis payée, elle appartient de facto à la municipalité, qui s'est engagée dans le protocole d'entente à l'entretenir et à l'opérer sans frais, gratuitement, pendant 10 ans. Okay? Donc, c'est volontaire. Évidemment, on ne peut pas l'obliger, c'est volontaire. Et comme c'est volontaire, bien là, il faut que ce soit gratuit. Parce que quand même qu'on ne chargerait rien que 5 $, si ce n'est pas obligatoire, tout le monde va tout faire pour l'éviter, pour sauver 5 $. Le monde est ainsi fait. C'est la nature humaine qui est comme ça. Fait que là, on s'est entendu avec les MRC, avec les municipalités, on a consulté plein de monde, puis on s'est dit, garde, on y va, gratuit pour les 10 premières années, on verra ensuite. Et là, bien évidemment, le plus grand défi, comme c'est volontaire, c'est pas d'installer les stations de lavage, de les faire construire ou de les payer, c'est la sensibilisation publique. Les garder belles. Hein? Les garder... Non, mais ça, tu sais, je veux dire, là, il faut, comme c'est volontaire, il va falloir, tu sais, il faut qu'on dise au monde, ben là, regarde, c'est gratuit, c'est volontaire, mais il faut que vous laviez vos bateaux. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un contrat de 150 000 $ à une firme de pub de Saguenay qui s'appelle Z l'Agence, qui, avec le mandat de concevoir et déployer, parce que nous autres, on n'est pas des experts là-dedans, on n'a pas le temps non plus, de déployer une campagne de sensibilisation publique. Alors là, on a travaillé ensemble là-dessus pendant une couple de mois. On s'est entendu sur un plan. Et là, ils vont déployer une campagne de sensibilisation publique qui est débutée d'ailleurs depuis le 2 avril, avec entre autres des teasers, autrement dit de courts messages publicitaires qui passent présentement sur les réseaux télévisés nationaux aux heures de grande écoute. Puis ça, bien évidemment, ce n'est pas donné. Mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que
c'est pas les gens d'ici là, qu'on veut rejoindre là, en priorité. C'est les gens de l'extérieur. Puis la meilleure façon de rejoindre ce monde-là, ben, c'est la télévision. Tu sais, quand même tu achèterais, je ne sais pas moi, une page de la presse ou du Devoir à je ne sais pas, 2-3 000 $, ça paraît une fois, tandis que là, ben, avec le budget qu'on a, on peut taper sur le clou, tu sais, aller-retour. Ça, c'est l'habillage de la station, mais à l'extrémité de la station qui est opposée aux portes. Parce qu'évidemment, les portes d'un conteneur maritime, c'est difficile d'habiller ça. Là. Il y a trop de quincaillerie après ça. Alors, quand les gens vont arriver avec le véhicule, la première chose qu'ils vont avoir en pleine face, ça va être l'extrémité du conteneur avec le slogan de notre campagne qui est « Passe le mot, lave ton bateau ». Ça, c'est le slogan le plus court, le plus intelligent qu'on a pu trouver pour ça. Et là, vous avez ici une représentation schématique d'une moule zébrée, myriophylle à épi, cladocère épineux. Juste une petite parenthèse sur le myriophylle à épi. Il y a des gens qui se plaisent à appeler cette plante-là la plante zombie. Ça illustre à quel point ça peut être envahissant. Ça peut s'implanter jusqu'à 10 mètres de profondeur, donc on parle de 30-35 pieds de profond. Puis une fois que c'est rendu en surface, là, ça peut faire encore 10 mètres en surface de l'eau. Alors, dans les Hautes-Laurentides, entre autres, où il y a des petits lacs là, de 2-3 km avec quelques ou plusieurs millionnaires qui vivent autour de ça, il y a plusieurs de ces lacs-là qui ont été envahis complètement. Mais quand je dis complètement, c'est complètement par le myriophylle à épi. Et là, tu ne peux plus rien faire avec ton lac. Tu ne peux plus pêcher, tu ne peux plus naviguer, tu peux même plus nager parce que tu risques de t'enfarger là-dedans et de te noyer. Tu ne peux plus rien faire. Ton lac, là, il est fini. C'est fini. Hein? C'est une grosse soupe aux légumes. Oui, c'est ça. Puis, dans ces endroits-là, il y a certains lacs où les résidences, puis là, on s'entend que c'est des résidences d'une couple de millions dans ce coin-là, là, tu sais, dans les Hautes-Laurentides, les résidences ont perdu jusqu'à 43 de leur valeur. Alors, les propriétaires de la résidence ne réussissent pas à la vendre parce que le lac ne vaut plus rien. Puis quand ils réussissent à la vendre, ils la vendent à moitié prix de ce qu'elle vaut. Fait que ça donne une idée. Fait que, oui, Anne-Marie? Je voudrais juste ajouter un complément d'information Oui, vas-y. à ça. C'est que, comme on disait là, tantôt, une fois qu'on est rendu dans le contrôle pour l'espèce, dans le cas du myriophylle à épi, il y a des méthodes, entre autres, de bâchage qu'on appelle. Fait qu'ils étendent des grandes bâches sombres pour couper la lumière au myriophylle. Mais c'est, un, très énergivore, deux, c'est très cher parce que ça prend des gens qui font de la plongée subaquatique, fait qu'en bouteille et tout ça. Puis il faut que tu fasses, justement, il faut que ce soit efficace. Puis une fois que, comme je vous disais, avec un petit morceau gros comme ça, elle peut se réimplanter n'importe où. Fait que c'est comme des coups d'épée dans l'eau, là. Fait que il y a des moyens, mais ils sont très peu efficaces. Oui. Puis rendu là, ben, c'est les municipalités. Hein? C'est pas le gouvernement ou rien d'autre, là. C'est les municipalités qui sont pognées avec ça, d'assumer la facture de tout ça. Et Anne-Marie parlait des toiles de jute qui installent en surface, ça, c'est à tous les ans, là. Mais en plus, il se fait même, dans certains cas, il engage même des entreprises de plongée sous-marine pour essayer d'arracher. Il en arrache le plus possible. Même si ça repousse, là, il en arrache. Ça, tu fais ça tous les ans. Ça coûte une fortune. Je ne sais pas combien, peut-être qu'Anne-Marie, tu l'as le chiffre, mais la lutte contre les espèces exotiques envahissantes dans les grands lacs, là, on parle de milliards, je pense. Hein? C'est 1,7 milliard. Ouais. Par année. Ouais. Bon. Ouais. Puis au Canada, c'est 34,3 milliards, quelque chose comme ça. Bon. La prochaine, s'il te plaît. Là, je vais vous montrer les deux teasers là, qui circulent déjà depuis le 2 avril. Ça, c'est le premier. En passant, le comédien là, qu'on appelle affectueusement le Capitaine Jean, on a récupéré le Capitaine Jean. C'était lui qui était le porte-parole d'un lac pour tous pour la campagne sur le nautisme il y a 2-3 ans. On a trouvé que ça serait une bonne idée d'ailleurs, c'est pas nous autres qui inventons ça, là. On fait affaire avec une firme de spécialistes, là, c'est le pain et le beurre. Fait qu'on va vous faire jouer celui-là. Oui, il faut que ça charge, c'est ça. Moi, j'aurais peut-être une petite question. Oui, vas-y, pendant ce temps-là, oui. Oui, pendant ce temps-là. Tu sais, les genres de conteneurs, Ouais. cool box, là, Ouais. les municipalités, des fois, ils ont des normes au niveau là, de l'urbanisme, là, puis ces affaires-là, ils veulent avoir de quoi de. Ça a-tu freiné des fois? Pas vraiment.
finalement, on s'est ramassé avec... on s'est ramassé avec 3 options. OK? Tu as une station de lavage. La station de lavage, mettons, standard, là, le chauffage de l'eau est au propane. C'est pas mal ce qui est le plus standard. Ces stations-là, préfabriquées au propane, coûtent 64 000 plus taxes. Nous autres, on a la chance, étant donné qu'on a un OBNL, de récupérer 100 des taxes. Donc ça peut être réinvesti pour d'autres stations de lavage. Après ça, tu as la même station de lavage qui est 100 électrique. Là, à ce moment-là, ça te prend du 600 volts puis du 60 ampères. Tu ne trouves pas ça partout. Puis ici... Ma question, c'était sous forme de conteneur. Oui. Non, ça, non. Ça, écoute, à date, là, moi, il n'y a personne qui m'a... Tu n'as pas de photo dans ta présentation d'un vrai conteneur? Bien, un vrai conteneur, il est habillé comme je t'ai montré. Il n'y aura plus l'air d'un conteneur. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on le recouvre de feuilles d'alupanel. C'est justement parce que là, si on regarde les parois d'un conteneur, c'est tout dentelé. Tu n'es pas capable de mettre de wrapping là-dessus, là. À moins de le peinturer. T'sais. Fait que là, nous autres, on le recouvre au complet sur 3 faces, sauf les portes, puis on habille ça. Parce que tantôt, tu as nommé l'alupanel. Moi, je connais le matériau parce que on en imprime. Oui. L'alupanel, c'est un composite d'aluminium. Ça mesure à peu près soit un 8 ou un quart d'épaisse. C'est plat. La finition est plate. Donc, si eux autres ils mettent ça par-dessus le conteneur, ça paraît plus qu'un conteneur. Puis après ça, ils mettent du wrapping par-dessus. Ouais. L'habillage visuel. Ça peut avoir des fois, les municipalités veulent pas avoir des... Bien, à date, je t'avoue, là, à date, il n'y a personne qui m'a parlé de ça à date, premièrement. Deuxièmement, je parlais de la station 100 électrique, là. Elle coûte 79 000 plus taxes. C'est pas mal plus dispendieux. Par contre, tu n'es pas poigné avec le... On va vous laisser jouer ça, là. Chaque année, au lac Saint-Jean, des milliers d'utilisateurs d'embarcations ne sont pas conscients de l'importance de laver leur bateau. Et les conséquences pourraient être dramatiques. Myriophiles à épis. Cladocères épineux. Les espèces aquatiques envahissantes sont là. Mais il est encore temps d'éviter le pire. Cet été, passe le mot, lave ton bateau. C'est des annonces de 30 secondes. T'sais. C'est sûr qu'en 30 secondes, il faut que tu passes un message. Tu ne peux pas en passer 50. Ça ne donne rien d'essayer d'expliquer au monde c'est quoi du myriophile. Le monde, ils savent déjà que c'est de la cochonnerie. Puis il ne faut pas que ça rentre ici. OK? Fait que là, c'est quoi? Là? C'est passe le mot, lave ton bateau. Puis ça repasse, puis ça repasse, puis ça repasse. Écoute, ça passe pendant la semaine verte, ça passe pendant Stat, ça passe, tu sais. Puis là, on va être tannant, là. Nous autres, on va avoir d'autres publicités comme ça. Ça va être évolutif au fur et à mesure que le dossier va avancer. Puis là on ne lâchera pas le monde pendant 3 ans de temps là, avec ça. Déjà, là, il y a des tournages qui sont prévus cet été, des capsules de 30 secondes pour comment laver ton embarcation, comment laver ta moto marine, comment laver ton embarcation en propulsion humaine. Ça, on va tourner 3 demain. Oui, monsieur? On a vu tout à l'heure sur la carte des entrées. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des panneaux, possiblement l'installation de panneaux, parce que le clientèle extérieur... Bien, en fait, il va y avoir des panneaux. Puis évidemment, nous autres, dans nos publicités, là, on va passer à la deuxième, vous allez voir un peu. On commence déjà, là. Pour contrer la menace des espèces aquatiques envahissantes au lac Saint-Jean, la Corporation de l'activité pêche y implante actuellement un réseau de stations de lavage d'embarcations. Les municipalités de Labrec et de Lac-Bouchette opèrent déjà des stations de lavage, tandis que plusieurs autres verront le jour en 2024. Cet été, passe le mot, lave ton bateau. Fait que là, au fur et à mesure qu'il va se rajouter des stations, on va modifier cette pub-là. Nous autres, la corporation, là, sur notre site Internet, on va avoir une page spéciale dédiée aux stations de lavage de bateaux. Et il existe 1 ou 2 sites là, au Québec que tu peux consulter là, où tu as toute la liste et la localisation des stations de lavage de bateaux partout au Québec. Fait qu'évidemment, tu t'inscris, là. Puis là, bien, nous autres, Z l'agence, là, on leur a donné le contrôle de notre page Facebook. Puis ce qui leur permet, évidemment, ça prend la permission des autres pages Facebook, mais, tu sais, Malade de pêche, Wenaniche Lac-Saint-Jean, Pêche au Doré Lac-Saint-Jean, Pêcheur du Fjord. Tu sais,
tout ce qui a rapport avec ça, là, et qui acceptent de participer, on partage ça là-dessus. Puis ça, c'est sans compter que il y a des centaines de personnes qui vont partager ces pubs-là. Mais évidemment, c'est sûr que pour les portes d'entrée, ça va prendre de quoi certains, parce que comme au lac Bouchette, c'est là depuis 2022, puis personne ne le sait. Même ici, il y a peu de gens qui savent ça, qu'il y a une station de lavage de bateaux le long de la route régionale à hauteur de lac Bouchette. Fait que ça va prendre des pancartes. Mais au-delà des pancartes, il faut amener le monde à dire au Québec, là, parce que là, des pêcheurs qui arrivent de Québec, Montréal, Sherbrooke, Drummondville, name it, là. Puis ça, c'est sans compter ceux d'ici qui vont ailleurs. Il faut que ces gens-là, ils sachent qu'ici, au Lac-Saint-Jean, bon, malheureusement, on ne peut pas rendre ça obligatoire, là. On ne peut pas. Si on pouvait, on le ferait. Comprends-tu? Mais on ne peut pas. Mais c'est volontaire, c'est gratuit, puis fais ton effort, veut dire, lave ton bateau. T'sais? Fait que c'est à peu près tout, là. Je vous ai fait un wrapping de ça, comme on dit. Mais s'il y a des questions, des commentaires, gênez-vous pas. On est là pour ça. Oui, j'ai vu dans ton tableau, tantôt, tu parlais de Dolbeau-Mistassini, il y avait 3 stations qui seraient déployées, je pense. Non, il y a une station. Il y a une station à Dolbeau-Mistassini, elle va être à Marina. Ah, juste à Marina, Ouais. Ouais. Bien là, tu sais, c'est parce que les sites qu'on a ciblés, là, c'est les sites où il y a le plus d'embarcations. Ouais. Puis, tu sais, je te dis pas qu'il embarque beaucoup de pêcheurs à Marina de Dolbeau ni à Marina de Saint-Félicien, mais il reste quand même que c'est des grands tributaires. Hein? Puis là, ben il y a quand même plein d'embarcations qui embarquent là. Fait qu'on s'est dit, on a les moyens. Fait que, tu sais. Mais si tu penses à ça, là, tu Péribonca, il y a beaucoup de pêcheurs qui se mettent à l'eau là. Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Gédéon, Chambord, Métabetchouane, Robertval, Saint-Prime, tu sais. Disons, là, on a reçu de la visite, là, puis qu'on n'a pas nécessairement l'installation avec l'eau à 60 degrés. Ouais. Y a quand même des choses qu'on peut faire à la maison avec, nettoyer le bateau juste avec la hausse? Bien, nous autres, ce qu'on a fait. Avec du gaz dans l'acteur, ça marche pas. Ça. Non, mais tu sais, il y a des stations de lavage, mais peut-être si on a reçu de la visite, Ouais. Ils viennent de l'extérieur, puis ils vont peut-être aller se mettre à l'eau au centre touristique. Bien, nous autres, ce qu'on a fait à partir de cette année, c'est que, bon, évidemment, les gens achètent les autorisations de pêcher. Et l'autorisation de pêcher, là, je te dirais que c'est à peu près, ça occupe les 2/3 d'une feuille 8,5 par once. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu. Fait que là, on a rajouté de quoi dans le bas, tu sais. Puis ce qu'on dit aux gens, bon, bien là, évidemment, les stations de lavage, il n'y en a pas encore pour le moment, tu sais. Bon. Fait que là, ce qu'on dit aux gens, on dit, écoute, ce qui serait le fun, si tu t'en viens pêcher chez nous, il faut que tu laves ton bateau avant de venir, tu sais, parce que là, on n'en a pas encore. Fait que là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser une station de lavage municipale s'il y en a dans ton secteur. Sinon, tu peux utiliser une station de lavage pour voiture. Là, tu sais. Des fois, il y a des garages avec des hausses à pression. Là. Ou encore, si tu as une laveuse à pression chez vous, bon, tu n'es pas à l'eau chaude, mais c'est quand même mieux une laveuse à pression qu'un petit boyau. Là. Tu laves le bateau. Tu sais. Mais là, avec la technologie qu'on va avoir ici, là, il y a différents embouts, puis il y a au moins trois boyaux différents. Là, tu peux laver l'extérieur du bateau. Quand on dit lave l'extérieur du bateau, là, lave le dessous. Penche-toi, lave le dessous. Lave le trailer, lave le pied du moteur, lave l'accouplement de ton trailer, parce que souvent, si la pente de la rampe de mise à l'eau n'est pas prononcée, vous savez, des fois, on recule le véhicule jusque dans... Tu peux même laver les pneus arrière de ton véhicule. Okay? Ça, c'est laver un bateau. Là, après ça, il y a tout ce qu'il faut pour laver le système de refroidissement du moteur hors bord. Puis c'est pas long, là. Tout ça prend 10 minutes en tout et partout. Après ça, tu as un autre embout pour laver tout ce qu'on appelle la tuyauterie interne du bateau. Tout ce qui sert à conserver les poissons, les viviers, puis tout ça. Il va même avoir de l'eau chaude à haute pression, mais il va également avoir un boyau eau chaude basse pression pour, entre autres, laver les cales de bateau. Après ça, il y a tout ce qu'il faut pour laver les motos marines. On a tout ce qu'il faut. C'est sûr qu'idéalement, là, mettons pour les premières fois, les premières années, je dirais, parce que là, on ne peut pas demander mer et monde aux municipalités non plus. Ce n'est pas Ville-Saguenay, là, ici. Là, c'est des petites municipalités souvent. Déjà, là, ils vont payer une partie de l'implantation de la station. C'est-à-dire qu'il faut que tu aménages le site. Hein, avant d'amener à la station, tu amènes une entrée, une sortie.
Après ça, un pad devant la station, ça va te prendre il aménage un pad, on appelle ça un pad de lavage. C'est une fosse de récupération des eaux de lavage qui vont se déposer là-dessus. Ça coûte des frais. Hein? Raccorder l'eau courante, raccorder l'électricité, raccorder le propane, le cas échéant. Puis là, après ça, il faut que tu opères et tu entretiennes la station pendant 10 ans. Fait que c'est déjà beaucoup lui demander, là. Fait que, on ne peut pas lui en demander plus que ça, là. Déjà, là, que toutes ces municipalités-là aient accepté, moi, je salue l'engagement politique, l'engagement social, puis environnemental, puis financier de ces municipalités-là, là. Puis, tu sais, ça témoigne qu'il y a vraiment, au niveau de nos autorités municipales et des MRC, il y a vraiment, c'est vraiment une préoccupation, là. Ça les préoccupe. Il faut introduire ça dans les mœurs des citoyens. Oui. Oui, exact. Oui, madame. J'ai une question justement à propos de la récupération de cette eau de lavage. Oui. Est-ce que, là, ça s'en va dans les On tire ça dans le lac. C'est ça? Non, ça ne va pas dans les égouts, madame. Non. Non, devant la station de lavage, là. Comment c'est traité? Oui, devant la station de lavage, là, d'abord, il faut que je vous dise une affaire, c'est incroyable, là. C'est pas normé encore. C'est pas normé encore par aucun ministère, tu sais. Fait que là, c'est une façon de parler, là, mais n'importe qui pourrait aménager ça un peu de façon n'importe comment, là. On en a vu déjà. Oui. Mais il y a quand même des critères, tu sais, ça te prend un site qui est stratégique. Il faut au moins que tu sois à 100 pieds de tout cours d'eau permanent ou intermittent. Il faut que tu sois sur un sol qui est perméable, il faut que tu sois sur un sol qui est droit, pas en pente, tu sais, etc. Puis là, tu installes ta station de lavage, OK? Ça peut même être un bâtiment existant, là, comme il y a Métabetchouan, eux autres, ils vont installer leur station de lavage à même l'Arena. Ils ont un local pour ça qui va donner sa route régionale. Puis Saint-Gédéon a même un bâtiment qui existe déjà à la Marina. Mais là, devant la station, ce qu'on fait, c'est qu'on excave une fosse de 18 mètres de long, 8 mètres de large, 1 pied et demi de creux, et on remplit ça de concassés. Et là, toutes les eaux se déposent là-dedans, puis ça sèche sur place. Et les tests qui ont été faits, entre autres, au lac Memphremagog, une fosse comme celle-là peut recevoir sans problème 200 lavages dans une journée. Ça veut dire que toutes les particules, tout ce qui est dangereux, ça va sécher l'eau, puis ça va... Oui. Bien, déjà, l'eau avec laquelle on va laver les bateaux est à 60 Celsius. Fait que ça tue instantané, là, en plus. Où c'est plus compliqué, là, ben c'est ça. C'est là la tuyauterie interne. T'sais. Quelqu'un veut faire ça vite, il veut aller à la pêche vite. Là, le matin, les pêcheurs arrivent à 5 heures, puis ils ont le couteau dans les dents, comme on dit. Là. Puis quand ils sortent le soir, ben, c'est la même affaire, ils ont hâte de repartir. Fait que là, c'est de les arrêter là, volontairement. Là. Puis il dit, lave ton bateau comme il faut, parce que si tu laves ton bateau, mais que tu ne laves pas ton fond de cale, parce que le réflexe qu'ont les pêcheurs, ils mettent les bateaux à l'eau, première chose qu'ils font, ils partent les pompes. Pour vider ce qu'il y a dans le fond du bateau. Bien là, ce qu'il y a dans le fond du bateau, si ça n'a pas été lavé, là, ça vient d'un autre plan d'eau, ça là. Fait qu'il faut que tu laves ça aussi, tu sais. C'est pareil. Puis là, on ne parle même pas des équipements de pêche, là. On ne parle pas de la puise, on ne parle pas du coffre de pêche, on ne parle pas des cannes, des lignes, puis tout ça, puis même à la limite des palmes ou des flottes ou des vestes de sauvetage, là. Mais on ne peut pas demander mer et monde non plus. Là. À un moment donné, il faut. C'est ça. On va tous faire du mieux qu'on peut. Puis, comme je le dis, il y a souvent des gens ou des intervenants qui me posent la question, bien là, M. Archer, ça donne quoi de faire ça si ce n'est pas garanti à 100 %? OK. C'est quoi qu'on fait? On s'assit et on attend. On essaie-tu de faire du mieux qu'on peut? Est-ce qu'on fait notre effort collectif? Est-ce qu'on prend nos responsabilités? Oui, moi je trouve que la solution clé en main là, que vous avez choisie, là, ça donne une formalisation. Ouais. On est certain que dans telle ou telle autre municipalité, ça va être fait selon un certain standard. Ouais. Je trouve que c'est une bonne affaire. Moi, c'est plus l'entretien à long terme donné aux municipalités, là, comment que, tu sais, est-ce que la technologie est bonne? Tu vas être bon pour 10 ans? Est-ce que dans 2-3 ans? Bien, c'est tout. C'est les municipalités qui vont se ramasser avec bon. la patente. Ouais. Ça c'est d'abord, tout l'équipement, c'est de l'équipement de grade commercial. Déjà là, en partant, ça, c'est pas approvisionné à même de l'eau de lac ou de cours d'eau.
déjà là, la durée de vie va être prolongée. Mais y a-t-il des garanties, je veux dire, avec le fabricant, là, que, tu sais, ça... Bien, j'imagine qu'il y a des garanties, mais il n'y a sûrement pas des garanties de 10 ans, là. Mais tu sais, les municipalités, là, quand ils acceptent de signer le protocole, ils sont conscients que ben, il va falloir qu'ils payent un peu de propane si c'est au propane, il va falloir qu'ils fournissent de l'eau courante, puis il va falloir qu'ils fournissent de l'électricité, il va falloir qu'ils rouvrent la station au début de la saison, qu'ils la mettent en hiver à la fin de la saison, puis qu'un employé municipal aille, mettons, pendant la saison, aille une fois par semaine ramasser les poubelles, puis tout ça, puis s'assurer que tout va bien. Puis c'est sûr qu'il y a des frais. C'est sûr que ça va briser à un moment donné. Mais là, ce qui a été évoqué comme idée ou comme hypothèse au niveau des MRC, les MRC pourraient peut-être créer un fonds, les 3 MRC, pour soutenir les municipalités pour justement réparer ou entretenir les stations, un peu comme la véloroute des Bleuets. Il reste quand même que les MRC, ils contribuent là, à l'entretien et au développement de la véloroute des Bleuets. Là. Ça pourrait être un peu sur ce modèle-là.